Par une nuit extrêmement froide, Suzu est violemment tirée à travers la boue et jetée dans un cabanon délabré par son père cruel, son mépris pour elle étant évident. D'une voix dénuée de chaleur, il déclare sans détour qu'il aurait préféré qu'elle ne soit jamais née. Sans hésiter, il verrouille la porte derrière lui, la laissant affronter seule la nuit glaciale, comme si elle n'était rien de plus qu'une pensée secondaire. Peu de temps après, son frère Jinta sort discrètement et court pour la libérer. Mais quand il ouvre le cabanon, il se fige car elle n'est plus là. La panique s'installe instantanément, alors il traverse le village dans l'obscurité, appelant son nom, cherchant partout comme un homme possédé. Jusqu'à ce qu'il la voie enfin traverser le vieux pont à la périphérie de la ville. Il court vers elle, le souffle coupé, et lui dit à quel point il est désolé. Désolé de ne pas résister à leur père, désolé d'être trop faible pour la protéger, sachant pertinemment que toute tentative de la protéger ne ferait que lui causer des ennuis. Suzu est né avec un œil démoniaque dans le Japon féodal, a longtemps été considéré comme un enfant maudit et traité comme rien de plus qu'un parasite sans valeur. Consciente que son destin est scellé avec une telle affliction, elle dit à Jinta de rentrer chez lui sans elle. Après un long et lourd moment de silence, Jinta, submergé par l'amour pour sa sœur, déclare qu'il l'aime plus que le reste de leur famille. Il prend sa main et la supplie de s'enfuir avec lui. Ils partent ensemble sans savoir où ils vont, juste en laissant le village derrière eux. La pluie tombe plus fort et le froid mord profondément leur peau. Finalement, Jinta trouve un vieux bâtiment en ruine et ils rampent à l'intérieur, trempés et tremblants, alors ils se blottissent ensemble pour se réchauffer. Suzu s'évanouit la première et alors que Jinta est sur le point de faire de même, il remarque un homme s'approcher et l'entend dire quelque chose à propos de prendre le nen. La prochaine chose que Jinta sait, c'est qu'il se réveille sur le dos de l'homme, encore à moitié endormi. Suzu marche silencieusement à côté de lui, tenant la main de l'homme. Soulagé de voir Jinta éveillé, l'homme le dépose et il continue jusqu'à atteindre son village appelé Kadono, une communauté principalement composée de forgerons renommés pour forger des katanas, tous durs à travail. L'homme escorte ensuite Jinta et Suzu chez lui et dès que la porte s'ouvre, sa fille se précipite pour l'accueillir. Excitée mais curieuse à propos des deux enfants qui le suivent, l'homme lui dit que Jinta et Suzu vont désormais vivre avec eux. Il demande à sa fille si cela lui convient et elle s'illumine à cette perspective, ravie d'avoir de nouveaux amis avec qui jouer. Elle s'approche avec impatience de Jinta et se présente comme Shirayuki, espérant qu'ils s'entendront tous les trois à merveille à partir de maintenant. Cette nuit-là, Jinta n'arrive pas à s'endormir, alors Motoharu lui demande si quelque chose le tracasse. Il est assis à proximité, nettoyant son épée. Alors Jinta finit par demander s'il est un samouraï, mais Motoharu dit qu'il ne l'est pas. Il dit à Jinta qu'il est en fait un sentinelle, et que son travail est de protéger les personnes et les lieux qui comptent le plus. Plus tard, Jinta et Suzu se rendent à la rivière où ils retrouvent Shirayuki et Chitose. Sur le chemin du retour, Jinta mentionne Yokaze, la mère de Shirayuki, qui les a aidés, lui et Suzu, à rester dans le village. Shirayuki explique que Yokaze n'est pas seulement sa mère, c'est une prêtresse au sanctuaire de Tsukihime, choisie par une entité suprême du feu. Et personne n'est autorisé à la voir, sauf le chef du village et son garde, qui se trouve également être son mari, Motoharu. Le lendemain matin, Jinta s'entraîne avec Motoharu, mais comme il est encore débutant à l'épée, il continue d'être mis à terre sans même porter un coup. Motoharu ne lui fait pas de cadeau non plus, mais lui dit que s'il continue à s'entraîner, il y arrivera un jour. Des années passent, et Jinta finit par devenir le nouveau gardien de la prêtresse du sanctuaire. Maintenant, il est assis dans une réunion avec les responsables du village et la jeune fille elle-même. Elle reste cachée derrière un rideau comme d'habitude, et une fois la réunion commencée, elle commence par féliciter Jinta pour la façon dont il a bien géré les récentes menaces de démons. Jinta reste modeste et dit qu'il ne fait que son travail. Le dernier démon qu'il a combattu avait pris une forme humaine et avait essayé de s'introduire dans le village. Un des officiels commence à paraître mal à l'aise après avoir entendu cela, et les autres demandent à Jinta s'il sait pourquoi un démon ferait une chose pareille. Quelqu'un suggère que le démon pourrait avoir visé la prêtresse du sanctuaire, puisqu'il y a une légende qui dit que si un démon mange le foie d'une prêtresse, il devient immortel. Mais cela pourrait aussi être à cause de l'épée Yurei. Cette lame a été transmise par les prêtresses du sanctuaire depuis des générations, et c'est un artefact majeur, donc il serait logique que les démons la convoitent également. L'un d'eux ajoute que le Yurei a été forgé par l'un des forgerons les plus habiles de l'histoire enregistrée. Et il est dit que des pouvoirs mystiques y sont scellés à l'intérieur. Si les démons sont vraiment après cela, alors les choses pourraient devenir vraiment mauvaises pour le village. Donc le chef dit à tout le monde de rester vigilant. Mais Kiyomasa ne semble pas du tout inquiet. Il dit qu'il n'y a rien à craindre puisque lui et Jinta gardent la jeune fille. Mais ensuite, il lance un jab et dit qu'il ne pense pas que Jinta soit fait pour le travail. C'est suffisant pour énerver Jinta et les deux ont l'air sur le point de se disputer. Mais avant que ça n'aille trop loin, le chef intervient avec la prêtresse et leur dit de se taire. La réunion se termine et tout le monde commence à quitter le sanctuaire. Tout le monde sauf Jinta, car son travail est de rester et de protéger la prêtresse du sanctuaire. Une fois qu'ils sont seuls, la prêtresse sort enfin de sa chambre et il s'avère que c'est Shirayuki. Jinta la questionne immédiatement,
demandant ce qu'elle fait à se montrer ainsi. Elle est censée garder ça pour elle. Caché, mais Shirayuki n'y prête pas attention car elle et Jinta se connaissent depuis toujours et elle ne voit pas l'intérêt de faire semblant d'être formelle avec lui. Elle mentionne en passant que Suzu est là aussi, ce qui surprend Jinta. Le sanctuaire est censé être interdit aux étrangers, surtout aux villageois ordinaires comme Suzu, donc techniquement, elle n'est pas censée être là du tout. Quand il trouve Suzu endormie à proximité, elle a exactement la même apparence qu'il y a des années, comme si le temps ne l'avait pas touchée. Elle saute de joie dès qu'elle voit Jinta et s'illumine, heureuse de revoir enfin son grand frère. Il a été tellement occupé à chasser les démons qu'elle n'a presque plus l'occasion de passer du temps avec lui. Mais même si Jinta est content de la voir aussi, il ne se retient pas et la gronde pour s'être faufilée dans le sanctuaire. Elle essaie de se défendre, disant que ce n'est pas juste que Jinta puisse voir Shirayuki quand il le veut, mais pas elle. Cependant, les règles sont les règles, et Jinta lui dit directement de rentrer chez elle. Après le départ de Suzu, le chef du village réapparaît, disant qu'il a besoin de parler à Shirayuki de quelque chose important. Il demande à Jinta de leur donner un peu d'espace, mais Jinta refuse au début. Il est son protecteur et il est censé rester proche quoi qu'il arrive. Mais Shirayuki intervient et lui dit de prendre le reste de la journée. Après une courte pause, il cède et s'en va. Pendant ce temps, au-delà des murs du village, 2 démons traquent Suzu. Son œil démoniaque a attiré leur attention et ils ont fait d'elle leur prochaine cible. Plus tard dans la soirée, Shirayuki s'échappe du sanctuaire et retrouve Jinta car elle a quelque chose de sérieux à lui confier. Plus tôt, lors de sa conversation avec le chef, il lui a dit qu'elle devait commencer à se préparer à avoir un héritier au cas où quelque chose lui arriverait. Avec les récentes attaques de démons, ce n'est pas si farfelu. Si elle meurt, quelqu'un doit prendre sa place. Alors la décision a été prise et elle va épouser Kiyomasa. C'est le fils du chef et il est censé reprendre le village un jour de toute façon. Jinta se sent troublée par la nouvelle et Shirayuki aussi est loin d'être satisfaite. Dans un moment d'honnêteté vulnérable, elle avoue qu'elle est amoureuse de Jinta et avait même prévu de lui demander de s'enfuir ensemble pour commencer une nouvelle vie. Cependant, elle sait qu'ils ne seraient jamais d'accord car Jinta a juré de protéger ce village, consacrant des années à un entraînement rigoureux pour devenir assez fort pour le défendre. Shirayuki a également prêté un serment solennel lorsqu'elle est devenue prêtresse, donc partir maintenant serait une insulte à tout ce qu'elles ont sacrifié et construit. Le temps passe et Jinta se retrouve convoquée à une autre réunion. Cette fois, c'est pour signaler une apparition de démons dans la forêt. Sans hésitation, il est chargé de l'abattre et il se prépare à partir immédiatement. Mais juste avant qu'il ne puisse partir, Kiyomasa intervient et bloque son chemin. Il aborde l'évidence. Sûrement Jinta a entendu maintenant que Shirayuki va l'épouser, alors il ne comprend pas pourquoi le satané Jinta agit comme si ça ne le dérangeait pas. Jinta garde un visage impassible et lui dit qu'il n'y a rien à se soucier car tout ce qui compte pour lui est de garder le village en sécurité et de protéger la prêtresse et c'est tout. En fait, le plus fou, c'est que Kiyomasa n'essaie même pas de se vanter car il sait exactement à quoi cela ressemble. Il sait que Jinta et Shirayuki s'aiment et même s'il est celui qui va l'épouser, rien ne semble juste. Ça a l'air juste foireux. Mais Jinta ne bronche pas car il a déjà fait son choix et sans un mot de plus, il se retourne et quitte le village pour accomplir sa mission. Au fond de la forêt, il ne faut pas longtemps avant que le démon se montre. C'est une grosse brute et elle vient vers lui rapidement. Mais avant que les choses ne commencent, Jinta demande si elle travaille seule car le rapport disait qu'il devait y en avoir 2. Le démon, Duga, sourit et dit que son partenaire avait autre chose à faire au village. Ce n'est pas bon, mais Jinta n'a pas d'autre choix que de s'occuper de celui-ci en premier. Il se lance et donne un coup brutal tranchant directement à travers l'un des bras du démon. Mais au lieu de crier de douleur, Duga recule simplement et rit. Il ramasse le membre coupé comme si de rien n'était et dit à Jinta qu'il est impressionné car peu de gens peuvent réussir un coup comme ça. Pendant ce temps, au village, Suzu se retrouve face au deuxième démon, Tumi. Elle se fiche sur place, absolument terrifiée, mais Tumi sourit juste et lui dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur, car après tout, Suzu est aussi un démon, tout comme elle. Suzu le nie tout de suite et refuse d'y croire, mais Tumi voit clair en elle. Elle comprend rapidement que l'amour inébranlable de Suzu pour Jinta doit l'empêcher de pleinement embrasser sa nature démoniaque. Une idée qu'elle trouve à la fois ironique et oppressante, car cela implique que Jinta a inondé Suzu de tant d'affection que cela freine sa transformation. Suzu aime Jinta plus que tout, alors entendre Tumi dire cela la calme. Elle commence à se détendre un peu, et maintenant qu'elle n'a plus si peur, Tumi lui fait une offre. Elle demande à Suzu de la rejoindre, d'utiliser son pouvoir et d'aider. Elle promet qu'elle ne lui fera pas de mal. Et comme tout le monde sait que les démons ne peuvent pas mentir, elle dit que Suzu peut lui faire confiance. Mais Suzu secoue la tête parce qu'elle sait que même si Tumi est sincère,
L'aider pourrait faire en sorte que Jinta soit blessée, et c'est un risque qu'elle ne peut pas prendre. Tumi fronce les sourcils, mais elle n'abandonne pas. Au lieu de cela, elle change de tactique et montre à Suzu une vision. Dans cette vision, Suzu voit Shirayuki se déshabiller et se préparer à accomplir l'acte sauvage dans le sanctuaire, et cette vision dégoûte Suzu, non pas à cause de ce qu'elle fait, mais parce que ce n'est pas Jinta qui le fait avec elle, et c'est ce qui la blesse vraiment. Elle se tourne vers Tumi, ébranlée, et demande si la vision qu'elle a vue était réelle. Tumi explique que son pouvoir lui permet de voir l'avenir, et elle peut projeter ses visions dans l'esprit de quelqu'un d'autre. C'est exactement ce que Suzu vient de vivre. Mais si elle ne le croit toujours pas, Tumi dit qu'elle est plus que prête à l'emmener au sanctuaire tout de suite pour qu'elle puisse voir tout le spectacle en direct de ses propres yeux. Pendant ce temps, dans les bois, Jinta est toujours en plein combat avec Duga. Mais avant qu'ils ne s'affrontent à nouveau, il s'arrête et demande pourquoi les démons attaquent les humains. Alors Duga répond simplement que chaque démon a un but, et son but est de retarder Jinta. Doté du pouvoir d'assimilation, Duga peut consommer d'autres démons pour acquérir leurs capacités et même remodeler son propre corps à volonté. Jinta n'a pas le temps de s'asseoir et de discuter, il se lance donc en avant, déterminé à mettre fin au combat en un seul coup. Mais dès qu'il avance, Duga lui broie proprement le bras, et lorsque Jinta essaie de contre-attaquer en visant le coup, Duga mord la lame et la brise en un. Snap! Cela aurait dû être fini, et Jinta aurait dû mourir là, mais à la dernière seconde, Jinta attrape un éclat de l'épée brisée, et avec toute la force qui lui reste, il l'enfonce directement dans le cœur de Duga. Dans un retournement de situation surprenant, Duga accepte sa défaite avec une sorte de satisfaction sombre, et il révèle que son partenaire démon possède prévoir ayant vu 170 ans dans le futur. Et selon sa vision, le démon le plus puissant de tous les temps réside ici. Une révélation qui fait soupçonner à Jinta qu'elle parle de Suzu. Mais avant qu'il ne puisse bouger, Duga dit qu'il a un dernier cadeau d'adieu pour lui. Soudainement, son bras sectionné prend vie, attrape la tête de Jinta et la serre fort jusqu'à ce qu'il perde connaissance. De retour au sanctuaire, Kiyomasa est déjà sur Shirayuki. Tout ce qu'il a à faire, c'est finir le travail, la mettre enceinte et assurer l'héritier. Avec Jinta en mission, c'est le moment parfait. Tant autrement, le pauvre gars aurait dû s'asseoir dehors et écouter Shirayuki gémir à l'intérieur du sanctuaire. Et aussi foutu que cela puisse être, Kiyomasa se sent déjà assez coupable. Mais avant que quoi que ce soit ne puisse arriver, les rideaux se déchirent et Tomi apparaît, traînant Suzu derrière elle pour lui montrer exactement ce qui se passe. Et ce bordel fait craquer Suzu. Pendant ce temps, Jinta se réveille au milieu de la forêt. D'une manière ou d'une autre, son bras est de retour, restauré comme si rien ne s'était passé. Mais il n'y a pas de temps pour se poser des questions. Si Tomi est vraiment entré dans le village, alors Suzu pourrait déjà être en danger. Alors il se lève et part à toute vitesse vers la maison. En même temps, Suzu est coincée à essayer de traiter tout ce qu'elle vient de voir. Voir Shirayuki et Jinta amoureux était déjà difficile, mais elle a tout avalé pour le bonheur de Jinta. Elle a même refusé de grandir, rester figée dans ce même petit corps, juste pour ne pas être un fardeau pour leur relation. Mais maintenant, elle découvre que Shirayuki va épouser quelqu'un d'autre. Donc ça... Était-ce? C'était la dernière fissure avant que tout ne s'effondre. Et son esprit se brise car elle ne pouvait pas croire que Shirayuki se débarrasserait de Jinta de cette manière. Puis, avec quelques mots tordus de Tomi, Suzu perd complètement son sang-froid et décide que Shirayuki doit mourir. Son pouvoir démoniaque éclate comme un feu de forêt et toute la pièce se remplit de fumée noire, tandis que son corps commence à changer, mûrissant en sa forme adulte en quelques secondes. Kiyomasa s'empare de l'épée légendaire et fonce sur elle. Mais avant même qu'il ne puisse balancer, Tomi intervient et le met KO. Ensuite, elle le traîne dehors, disant qu'elle a ses propres plans pour lui. Et tout à coup, Shirayuki se retrouve face à face avec Suzu. Peu de temps après, Jinta arrive au sanctuaire, soulagé de constater que Shirayuki est toujours vivante. Il se précipite pour l'embrasser, mais son soulagement se transforme en horreur, car une fraction de seconde plus tard, Suzu tranche la tête de Shirayuki. Stupéfait, Jinta regarde Suzu sortir de l'ombre, tenant la tête tranchée dans sa main comme si c'était rien. Lorsqu'il exige de savoir pourquoi elle l'a fait, Suzu se lance dans son explication à propos du mariage, à propos de la trahison, de l'injustice de la situation. Mais Jinta s'en moque parce qu'il le savait déjà. Et même s'il ne le savait pas, cela ne justifie pas de la tuer. À cet instant, il réalise que la Suzu qu'il aimait autrefois a disparu. Et maintenant, avec Shirayuki morte, Jinta se rend compte qu'il ne lui reste plus rien à chérir, seulement la vengeance. Alors que la bataille intérieure s'intensifie, un bras démoniaque commence à se fondre avec le reste du corps de Jinta, le transformant en quelque chose de complètement différent. Son expression devient glaciale et ses yeux ne reflètent que de la haine, et quand il regarde Suzu maintenant, ce n'est pas avec tristesse,
c'est avec un pur dégoût. Elle ne peut pas comprendre pourquoi, car tout ce qu'elle a toujours voulu, c'était de le rendre heureux, et c'est tout ce qu'elle a essayé de faire. Mais le regard dans ses yeux lui dit tout. Il en a fini avec elle comme tout le monde. Alors, elle décide d'en finir. Si Jinta va lui tourner le dos, alors elle le tuera aussi, et elle enfonce sa lame dans son ventre. Mais rien ne se passe, et Jinta ne bronche même pas. Alors, à la seconde suivante, il enfonce son poing droit dans sa poitrine. Suzu s'effondre, haletante, du sang coulant d'elle. Mais elle n'est pas encore morte. Alors que Jinta avance pour en finir avec elle, Tomi se jette sur le chemin. Elle prend le coup en pleine face, se sacrifiant pour sauver Suzu une dernière fois. Alors qu'elle commence à s'évanouir, elle dit à Suzu de partir et de fuir tant qu'elle le peut encore. Suzu s'éloigne, faible et brisée, mais vivante. Et juste avant de disparaître, elle se retourne une dernière fois et dit à Jinta qu'elle n'a plus rien et que ce monde lui a tout pris, et peu importe combien de temps cela prendra, elle reviendra. Et quand elle reviendra, elle brûlera tout, et le dernier jour, elle le tuera pour l'avoir trahi. En entendant son serment, les yeux de Tomi brillent d'une excitation sauvage car elle croit qu'en accomplissant la promesse de vengeance de Suzu, elle a finalement accompli son objectif. Bu, son rire maniaque résonne, suscitant la fureur de Jinta alors qu'il s'efforce de comprendre comment diable il pouvait considérer la mort inutile comme leur ultime. Bu, Tomi, ressentant sa colère, révèle calmement que dans le lointain futur qu'elle a vu, les démons n'existent plus. Les humains avaient tellement évolué que les démons ont disparu, mythe. Mais maintenant, avec quelqu'un comme Suzu vivant et pleinement éveillé, la lignée ne s'arrêtera pas. Et elle sourit une dernière fois et disparaît pour de bon. Plus tard, une tragédie frappe Kadono lorsqu'un énorme incendie dévaste la terre et les maisons. Parmi les ruines, Jinta tient dans ses bras le corps sans vie de la princesse, rongé par la culpabilité de ne pas avoir pu la protéger, et il lui avoue passionnément son amour. Le lendemain matin, tandis que les villageois commencent à reconstruire à partir des cendres, Jinta se prépare à partir. C'est alors que le chef du village le salue chaleureusement et apprend ses projets de s'aventurer et de défendre l'humanité contre la menace imminente d'un seigneur démon que certains craignent qu'il ne soit même Suzu. Le vieil homme, avec tristesse dans les yeux, se demande si Jinta peut vraiment se résoudre à tuer sa propre sœur. En réponse, Jinta déclare amèrement qu'il n'a pas d'autre choix que de nourrir de la haine envers celui qui a tué la femme qu'il aimait, même s'il espère qu'une résolution plus clémente viendra. Mais avant de partir, le chef du village remet à Jinta l'épée vénérée Yorai, déclarant qu'à partir de maintenant, il sera connu sous le nom de Jinya. Bien que Jinta se sente indigne d'un tel honneur, l'ancien explique que la disparition de la lignée Utsukihime a laissé un vide que seul quelqu'un du caractère de Jinta pourrait combler. Remplir. Dans un moment de contrition, le vieil homme tombe à genoux et s'excuse d'avoir forcé la princesse à épouser Kiyomasa, insistant que ses actions étaient seulement destinées à apaiser son fils, sans avantage personnel. Kadono. Jinta, malgré l'amertume dans son cœur, accepte les excuses et aide l'homme à se relever, puis part en voyage avec l'espoir de sauver un jour les gens de la calamité à venir. En partant, le chef promet d'ériger un sanctuaire en son honneur et de le nommer Sanctuaire Jinta, afin que s'il revient un jour, le village se souvienne du héros qu'il était autrefois. Mais avant qu'il parte, Shitos se précipite vers lui rappelant en larmes qu'elle le considère toujours comme le grand frère attentionné qu'il était autrefois. Doucement, Jinta la rassure qu'il reviendra un jour. Avec le village qui disparaît au loin derrière lui, Jinta réfléchit au contentement troublant du démon en accomplissant son sombre dessein. Se préparant pour le long et ardu voyage qui l'attend, il marche en avant. Après de nombreuses années de voyage, il arrive enfin à un temple éloigné, où il rencontre une jeune fille qu'il croit être le Mako du temple. Dans les années 1850, Jinta, maintenant connu sous le nom de Jinya, avait acquis une solide réputation de tueur de démons. Un jour, il est convoqué par un homme riche pour ce qui semble être une mission importante. L'homme présente Jinya à son assistant, Zenji, et lui dit que s'il a besoin de plus d'informations, Zenji est la personne à qui demander. Ensuite, l'homme sort, laissant les deux seuls. Zenji salue Jinya poliment et lui demande ce qu'on lui a déjà dit. Jinya dit que l'homme lui a déjà donné un aperçu de sa précieuse fille, Natsu, et de son inquiétude à propos d'un démon qui rôde récemment. Mais apparemment, il y a un peu plus que cela. Le véritable rôle de Jinya sera de servir de garde personnelle à Natsu, car depuis qu'elle a eu 13 ans, elle entend une voix inquiétante à l'extérieur de sa chambre la nuit. Le démon continue de dire des choses inquiétantes comme « Rends-moi ma fille ». Et maintenant, elle a peur que ça la kidnappe. Mais avant que Zenji puisse entrer dans les détails, la porte s'est ouverte brusquement et Natsu est entrée en trombe, visiblement contrariée et cherchant Zenji. Ses yeux se posent immédiatement sur Jinya et elle suppose que cela doit être le garde du corps dont son père a parlé, mais quand Jinya essaie de se présenter, elle le rabroue vite. Elle ne veut rien avoir à faire avec lui et lui dit de déguerpir, l'accusant d'être un chasseur de démons louches qui veut juste escroquer sa famille. Zenji essaie de la calmer et explique que son père a cherché partout quelqu'un de légitime et que Jinya est la perle rare.
Mais Natsu n'est pas du tout d'accord. Elle exige que Zenji le mette dehors. Cette nuit-là, Natsu est encore éveillée, trop anxieuse pour dormir. Elle est persuadée que le démon va revenir, alors Zenji décide de monter la garde devant sa chambre pour l'aider à se sentir en sécurité. Jinya aurait été le choix le plus intelligent pour cela, mais comme elle l'a en gros expulsé, Zenji est obligé de prendre sa place. Il n'est pas vraiment sûr d'être bon dans un combat contre un démon, mais il promet de rester là jusqu'au matin si cela l'aide à mieux dormir. Natsu apprécie vraiment sa présence, mais elle est toujours déçue. Même Zenji semble ne pas totalement croire son histoire. Son père ne l'a pas cru non plus, car sinon pourquoi aurait-il engagé un samouraï errant au lieu de quelqu'un en qui il a confiance? Zenji admet qu'il ne sait pas si son père croit vraiment au démon, mais ce qu'il peut dire avec certitude, c'est que cet homme tient vraiment à elle. Il veut la protéger, même s'ils n'ont pas de lien de sang. À ce moment-là, Natsu entend à nouveau cette voix effrayante, et cette voix maudite la fait presque se faire pipi dessus. Elle panique et supplie Zenji de faire quelque chose, mais dès qu'il pose les yeux sur le démon, il est aussi secoué qu'elle. Il dit à Natsu de rester enfermé dans sa chambre pendant qu'il essaie de gérer la situation lui-même. Sauf qu'il n'a absolument aucune idée de comment diable il est censé combattre quelque chose comme ça. Le démon s'approche alors, Zenji se prépare au pire. Mais juste avant que ses griffes ne l'atteignent, le bras de cette fichue chose s'envole en un éclair. Jinya sort ensuite de l'ombre et demande calmement au démon de s'identifier. Mais quand il ne répond pas, il n'attend pas. D'un seul coup lourd et fluide, il le coupe en deux. Le démon s'effondre et disparaît dans une fumée noire. Ce qui signifie que pour l'instant, Natsu et Zenji sont en sécurité. Natsu reconnaît instantanément Jinya comme le gars qu'elle a expulsé plus tôt et il se tourne vers elle, demandant si elle pense toujours qu'il est un genre d'escroc, artiste. Elle regarde la fumée qui s'estompe et demande si le démon est vraiment parti. Mais Jinya lui dit que ce n'est pas si simple. D'après son expérience, les démons ne restent pas morts, à moins qu'ils ne se transforment en brume blanche, donc le fait que celui-ci soit devenu noir, ça revient sûrement. Le lendemain, Zenji remercie formellement Jinya de les avoir sauvés, et comme ils savent tous les deux que le démon n'en a pas fini, Zenji lui demande de rester une autre nuit. Jinya accepte sans hésiter, mais il a quelques questions, notamment à propos de Natsu. Depuis qu'il a entendu cette chose chuchoter, « Rends-moi ma fille », il se demande s'il se passe quelque chose de plus profond. Zenji hoche la tête et commence à expliquer. Les parents biologiques de Natsu étaient des parents éloignés du patron, mais ils sont décédés il y a quelques années. Le patron l'a recueillie et l'a élevée comme si elle était sa propre fille. Et si Jinya s'inquiète qu'elle pourrait être une sorte d'enfant démon, Zenji n'hésite pas à rejeter cette idée. Si elle l'était, il n'y a aucune chance que le patron l'aurait prise. Son aversion pour les démons est profonde car sa femme a été tuée par l'un d'eux, et après cela, son fils a disparu et n'a jamais été revu. L'homme a tout perdu à cause des démons et il les déteste de tout son être. Ce soir-là, pendant le dîner, Natsu est assise en face de son père. Il lui demande comment ça se passe avec son nouveau garde du corps. Elle admet qu'elle avait des doutes sur Jinya au début, mais après ce qu'elle a vu la nuit dernière, elle est convaincue qu'il est légitime. Pourtant, elle veut savoir pourquoi son père l'a choisi parmi tous. Il se penche en arrière et explique que dernièrement, il y a eu plus d'apparitions de démons autour de la ville d'Edo, et pas seulement ça, il y a aussi des rumeurs sur un épéiste errant qui peut tuer n'importe quel démon d'un seul coup tant qu'il est prêt à le faire. Payé. Son père a vérifié lui-même et les rumeurs étaient vraies. Ce bretteur est Jinya et il savait que personne d'autre ne serait mieux placé pour protéger sa fille. Natsu se sent soulagé de savoir que son père l'a réellement cru au sujet du démon parce que sa confiance signifie plus pour elle que tout. Et depuis qu'il l'a accueillie, elle est vraiment heureuse. Mais même avec cela, ça n'a pas été facile. Elle a constamment dû faire face aux choses cruelles que les gens disent d'elle dans son dos et cela l'a épuisée. Plus tard dans la soirée comme prévu, Zenji et Jinya sont assis près de la chambre de Natsu pour garder... Regarde, sans crier gare, Natsu s'avance et demande le nom de Jinya puisqu'elle ne lui a jamais réellement permis de se présenter correctement. Maintenant qu'elle voit à quel point son père lui fait confiance, elle a décidé de lui faire confiance aussi. Jinya remarque immédiatement à quel point Natsu tient à son père adoptif, Juzo, mais honnêtement cela a du sens. Il lui a donné un foyer quand elle n'avait nulle part où aller, alors bien sûr elle est reconnaissante. Pendant qu'ils en parlent, Jinya mentionne quelque chose qu'il se demandait. Il lui demande si elle sait quelque chose sur les rumeurs concernant le fils disparu de Juzo. Mais dès qu'il le dit, Natsu réagit brusquement et dit qu'elle ne sait rien, sa voix aiguë est défensive. Clairement, ce n'est pas quelque chose dont elle est prête à parler, donc Jinya ne la force pas. Il recule, décidant que cela ne vaut pas la peine de l'ennuyer maintenant. Ensuite, Natsu demande s'il est même possible pour un démon et un humain d'avoir un enfant, et Jinya lui dit que oui. Cette réponse semble la bouleverser un peu, et elle commence à se demander à voix haute si elle est peut-être la fille de ce démon qui la traque. Mais Jinya réfute immédiatement cette idée. Il lui dit qu'il n'y a aucun moyen qu'elle soit liée à cela. Elle lui demande comment il peut être si sûr,
Et Jinnya explique qu'il a déjà croisé ce démon avant, donc il sait ce que c'est et il sait que ce n'est pas sa mère. Il explique ensuite que les démons peuvent naître de différentes manières. Certains viennent de 2 démons, d'autres d'un démon et d'un humain, mais dans des cas plus rares, un démon n'a pas besoin de parents du tout. Parfois, des démons apparaissent simplement lorsque de fortes émotions, généralement la colère, le chagrin ou la haine, s'accumulent à l'intérieur des gens et persistent assez longtemps. Elles peuvent prendre forme et se manifester en créatures comme celle qui hante. Elle, juste à ce moment-là, le démon réapparaît et Natsu commence à paniquer. Mais Jinnya s'avance calmement vers la chose et essaie de lui parler en demandant son nom. Mais ce n'est clairement pas le genre qui peut réfléchir, encore moins parle. Alors qu'il se jette sur lui, Jinnya le frappe en plein visage et le cloue directement au sol comme si de rien n'était. Zenji crie à Jinnya de juste en finir avec ce fichu truc déjà, mais Jinnya secoue la tête et dit que ça ne sert à rien, ça reviendra juste. Natsu, complètement confuse, demande pourquoi. Alors Jinnya explique que cette chose n'a pas été invoquée ou envoyée. Elle est née et sa naissance est venue de ses émotions. Elle s'est manifestée parce qu'au fond d'elle-même, Natsu croyait que si quelque chose de terrifiant se produisait, comme une attaque de démon, cela ferait en sorte que son père lui accorderait plus d'attention. Au début, Natsu le nie. Elle ne veut pas croire qu'elle est responsable de tout cela, mais en y réfléchissant, chaque mot que dit Jinnya commence à la toucher de trop près. Tout ce qu'elle a toujours vraiment voulu, c'était d'être vue comme la vraie fille de Juzo. Elle pensait que si elle était en danger, si elle était suffisamment vulnérable, peut-être alors, peut-être enfin, il la traiterait comme de la famille. Et d'une manière ou d'une autre, de ses sentiments, ce monstre est apparu. Jinnya lui dit que le seul moyen réel de se débarrasser du démon est de maîtriser ses sentiments, de les affronter plutôt que de se cacher derrière eux. Natsu dit qu'elle ne sait même pas par où commencer pour faire cela. Alors Jinnya lui dit que ce n'est pas si compliqué, elle a juste besoin d'être honnête et d'accepter comment elle se sent, puis de le regarder dans les yeux et de lui demander de mettre fin à cela. Natsu prend un moment et dans ce silence, tout devient clair. Elle voulait juste être aimée par Juzo, comme si elle comptait vraiment pour lui. Mais quelque part, en cours de route, elle s'est convaincue qu'il ne l'aimait pas et qu'il ne l'aimerait jamais. Alors elle a commencé à croire que si elle était en danger, peut-être qu'il finirait par la voir. Et maintenant, cette partie tordue et désespérée d'elle-même se tient juste devant elle sous la forme de ceci. Chose. Donc d'une certaine manière, ce démon c'est elle, mais Zenji intervient avant qu'elle ne se perde là-dedans. Culpabilité. Il lui dit de ne pas laisser cette pensée l'atteindre. Certes, le démon est né de sa douleur, mais ce qui compte maintenant, c'est d'avancer. Il lui rappelle que Juzo l'aime plus qu'elle ne le sait, et elle l'aime autant en retour. Mais ni l'un ni l'autre n'a jamais été doué pour le montrer. Zenji promet de l'aider à surmonter cela à partir de maintenant. Et en entendant cela, elle trouve enfin la force de laisser aller les sentiments qui ont créé le démon dans le premier. Lieu. Ensuite, avec une profonde respiration, Natsu dit à Jinnya d'en finir. Et sans hésitation, Jinnya tire sa lame et tranche la créature nette. 2. Cette fois, il se transforme en une douce brume blanche et c'est le signe que Jinnya attendait. Et le démon ne viendra pas. Retour. Ou du moins, c'est ce qu'il semble, car plus tard dans la nuit, une fois que Natsu est profondément endormi, quelque chose d'inattendu se produit. La forme du démon commence à réapparaître. Jinnya, qui était resté éveillé juste au cas où, n'est pas surpris car il soupçonnait que cela pourrait arriver. Si le démon avait été créé uniquement à partir des émotions de Natsu, il aurait dû disparaître dès qu'elle a lâché prise. Mais il n'a pas fait, ce qui signifie que la douleur de quelqu'un d'autre a dû en faire partie aussi. Et dans cette maison et cette région, la seule autre personne qui ait jamais failli devenir un démon était la défunte épouse de Juzo. Puis, les sentiments de Natsu ne l'alimentant plus, le démon commence à s'effondrer. Et il lutte pour maintenir sa forme. Mais alors qu'il crie encore pour sa fille, il n'appelle pas Natsu, il appelle Suzu. C'est alors que tout clique. Jinnya n'est pas juste un samouraï errant, il est le fils perdu de Juzo. Et ce démon, c'est Suzu et la mère de Jinnya. Le truc, c'est que Jinnya ne se souvient pas vraiment de sa mère quand elle était vivante. Mais même ainsi, voir ce qu'elle est devenue le blesse. Alors la seule chose qu'il peut faire maintenant, c'est la libérer, lui donner la paix qu'elle n'a jamais pu trouver elle-même. Le lendemain matin, Jinnya se prépare à partir. Alors qu'il s'en va, Zenji et Natsu viennent le saluer une dernière fois et le remercier, mais Jinnya se contente de leur faire un signe de la main, disant qu'il a déjà été payé, et à vrai dire, c'était quelque chose qu'il devait faire de toute façon. Natsu incline la tête, confuse. Alors Jinnya explique qu'avec l'âge vient la perspective, en regardant en arrière maintenant, il voit les choses plus clairement qu'il ne l'a jamais fait auparavant. Puis, il a toujours pensé qu'emmener Suzu et s'enfuir était la bonne chose à faire. Peut-être que c'était le cas, peut-être que ce ne l'était pas. Mais il n'a jamais pris le temps de penser à la façon dont ce choix aurait pu affecter les gens qu'il a laissés derrière lui, ou le monde dont il faisait partie. Natsu ne comprend toujours pas vraiment. Alors Jinnya se contente de sourire et lui dit de ne jamais prendre la gentillesse de son père pour acquise. Il se retourne ensuite et s'en va. Un petit moment plus tard, Juzo sort.
Zenji demande pourquoi il n'est pas sorti plus tôt pour dire au revoir, mais Juzo hausse les épaules. Il n'en avait pas besoin car il savait déjà que Jinnya s'occuperait de tout. Zenji demande comment il pourrait en être si sûr, pourquoi avoir autant confiance en un gars qu'il connaît à peine, mais Juzo dit simplement qu'il est naturel pour un père de croire en son fils. Ils n'ont toujours pas compris que Jinnya est son fils, et il ne prévoit pas de leur expliquer quoi que ce soit. Ensuite, il dit à Zenji d'arrêter de traîner et de retourner travailler avant qu'il ne finisse rétrogradé. Ne voulant pas tenter sa chance, Zenji se précipite vers ses tâches, laissant Juzo seul. Juste avant qu'il ne se retourne pour partir, Natsu l'interpelle. Elle demande s'il y a quelque chose qu'elle peut faire pour aider dans la propriété. Il hausse un sourcil et demande pourquoi elle est soudainement offre. Elle dit que Jinnya lui a dit qu'elle devrait essayer de rendre la gentillesse de son père, et cela fait sourire Juzo, ce qui est rare. Cela signifie beaucoup pour lui de savoir que Jinnya le voit toujours comme quelqu'un qui mérite le respect, mais il lui dit doucement qu'elle ne lui doit rien, car la meilleure chose qu'un enfant puisse jamais faire pour un parent est de vivre une vie bonne et heureuse. Il rentre ensuite à l'intérieur, laissant Natsu si heureuse par ses mots, mais elle veut toujours aider, alors elle le suit. L'histoire avance ensuite jusqu'à l'année 1853, où nous trouvons Jinnya assis dans un modeste restaurant de soba, attendant son repas. La fille du propriétaire apporte soigneusement le soba à sa table, et son père regarde avec une fierté tranquille, heureux de voir qu'elle apprend le métier. Le propriétaire du magasin engage une conversation, mentionnant qu'il y a eu des discussions inquiétantes dernièrement, des rumeurs sur un tueur en série hantant les rues. Avec un regard préoccupé vers sa fille, il admet que cela commence à le rendre nerveux. Il soupire et dit qu'il souhaite que l'empereur se ressaisisse déjà, mais Jinnya lui dit rapidement de faire attention à ses paroles. Le propriétaire est d'accord, riant maladroitement. La dernière chose qu'il veut, c'est que son magasin soit incendié à peine 10 jours après son ouverture. Il admet qu'il a en fait obtenu cet endroit à bas prix après l'avoir acheté à l'ancien propriétaire, mais maintenant il se demande pourquoi Jinnya est venu pour des sobas 5 jours de suite, compte tenu de la façon dont l'endroit est toujours vide. Sa fille le prévient qu'il va probablement effrayer le seul client qu'ils ont, mais le propriétaire l'ignore en disant qu'ils ne font que papoter. Il parle. Ensuite, il se tourne vers Jinnya et lui demande quel goût a le soba. Jinnya lui répond franchement: ce n'est pas mauvais, juste simple. Le propriétaire rit et admet qu'il n'a pas beaucoup de talent pour la cuisine. Il ne fait que des soba parce qu'il adore ça. Jinnya ne peut s'empêcher de lui demander pourquoi il a même ouvert un magasin, et l'homme dit simplement qu'il avait ses raisons. Après avoir terminé son repas, Jinnya paie l'addition et le propriétaire note nonchalamment qu'il semble bien se porter financièrement pour un ronin. Jinnya hausse les épaules et dit qu'il gagne son argent en tuant des démons. Le propriétaire rit, pensant que Jinnya plaisante, mais Jinnya se dirige juste vers la porte sans un autre mot. Avant qu'il ne puisse partir, le propriétaire l'arrête et mentionne quelque chose d'étrange. Selon les rumeurs, ce soi-disant slasher n'utilise pas un épée. Chaque corps qu'ils ont trouvé jusqu'à présent a été déchiqueté, complètement mutilé. Ce qui est pire, c'est que les chiffres ne correspondent pas. Plus de personnes ont disparu que de corps retrouvés, donc les gens commencent à croire que ce n'est pas un humain qui fait ça, ils disent que ça doit être des démons. Jinnya demande où ces incidents se produisent généralement, et le propriétaire lui dit que les apparitions ont eu lieu autour de la zone des Dobashi. Alors que Jinnya sort, sa fille lui dit de faire attention, mais il répond simplement qu'il n'est pas un enfant. Cette nuit-là, Jinnya se positionne près d'un pont, attendant dans l'ombre que le démon apparaisse. Les heures passent, mais il n'y a aucun signe de quoi que ce soit. Inhabituel. Juste au moment où il s'apprête à partir, un cri de femme résonne dans la nuit et sans hésitation, Jinnya se précipite vers le son. Quand Jinnya arrive sur les lieux, il trouve plusieurs cadavres mutilés éparpillés sur le sol, mais aucun signe du démon. Il regarde autour de lui, confus, car il a certainement entendu un cri de femme, mais il n'y a pas une seule femme en vue. Alors qu'il commence à scruter la zone de plus près, quelque chose d'invisible lui assène un coup, mais Jinnya esquive de justesse à temps. Le démon invisible frappe à nouveau, et cette fois, Jinnya parvient à bloquer le coup. Mais avant qu'il ne puisse riposter, le démon disparaît et réapparaît derrière lui, portant un coup qui le blesse. Agacé maintenant, Jinnya transforme son bras dans son état transformé, soulagé que personne ne soit là pour en être témoin. Le démon charge une fois de plus, mais cette fois, Jinnya contre, brisant sa lame dans le processus. La créature tente de s'échapper, mais Jinnya inflige une profonde entaille avant qu'elle ne puisse fuir et l'appelle le slasher. Entendant ce nom, le démon s'arrête soudainement et devient visible, se révélant. Jinnya plisse les yeux et exige un nom, avertissant que s'il n'en obtient pas, le prochain coup sera fatal. Le démon se présente enfin comme Mosuke. Alors Jinnya n'hésite pas et s'avance pour l'achever. Mais Mosuke lève les mains et dit qu'il ne veut pas se battre. Jinnya s'arrête, perplexe, car s'il ne voulait pas se battre, alors pourquoi attaquer? Mosuke explique qu'il pensait que Jinnya était le tueur en série. Il avait entendu les mêmes rumeurs à propos d'un démon derrière les meurtres, alors il a suivi une forte odeur démoniaque et est tombé sur Jinnya. Au moment où Jinnya l'a appelé le slasher, il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur
Toujours confus, Jinya demande pourquoi un démon traquerait un tueur en premier lieu. Mosuke répond que ce n'est pas l'endroit pour discuter, car quelqu'un pourrait les repérer d'ici, donc ils devraient parler quelque part en privé. Coupé à eux deux assis à l'intérieur de la maison de Mosuke, où le démon ressemble maintenant entièrement à un humain. Mosuke explique ensuite qu'à mesure que les démons vieillissent, beaucoup choisissent de vivre des vies tranquilles en se fondant dans la société. Ils ne mentent pas exactement, mais ils cachent la vérité, et Jinya le sait déjà. Mosuke leur verse ensuite de l'alcool bon marché et assure à Jinya qu'il n'est pas empoisonné. Mais Jinya dit que ça n'aurait pas d'importance parce que le poison ne le tuerait de toute façon pas. Alors qu'ils boivent, Mosuke explique qu'il n'est qu'un simple villageois, vivant dans une maison miteuse d'une ruelle, mais Jinya sait mieux. Mosuke est un démon, un type rare capable d'effacer complètement sa présence du monde. Et Mosuke explique que son pouvoir s'appelle invisibilité. C'est l'un des démons supérieurs, du genre qui a vécu plus d'un siècle. Jinya est surpris car il pensait que quelqu'un d'aussi âgé serait beaucoup plus fort. Mais Mosuke sourit et explique que le titre supérieur se réfère à leurs capacités éveillées, pas à leur force brute. Force. En fait, certains démons supérieurs comme lui sont physiquement plus faibles et plus lents que même le démon moyen. Jinya a l'impression que Mosuke n'est vraiment pas le tueur, et Mosuke sait que Jinya ne l'est pas non plus. Jinya décide de le croire, mais quelque chose ne va toujours pas. Si Mosuke pensait qu'il était le tueur, pourquoi a-t-il été directement pour le tuer au lieu de confirmer d'abord? Mosuke admet que c'était personnel, et demande à Jinya s'il a entendu les rumeurs sur les disparitions. Jinya dit qu'il l'a fait, et il l'a même confirmé lui-même plus tôt, lorsqu'il a entendu une femme crier, mais n'a trouvé aucune trace de son corps. C'est à ce moment-là que Mosuke lui dit la vérité. Le tueur ne tue les hommes que sur le coup, mais les femmes sont enlevées. Jinya lui demande comment il peut en être si sûr, alors Mosuke serre le poing et lui dit que le démon a pris sa femme. Elle s'appelait Atsu et c'était une humaine au grand cœur, et elle l'a accepté même s'il était un démon. Il y a un mois, elle a disparu sans laisser de traces. 10 jours plus tard, son corps a été retrouvé sur les rives de la rivière Kanda. L'officier à qui il a parlé a dit qu'elle avait été horriblement violée avant de mourir. La voix de Mosuke tremble tandis qu'il parle. Atsu était une lumière brillante, douce, sociable et la seule qu'il a jamais regardée avec un amour sincère, et elle ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Mosuke admet qu'il ne s'est jamais beaucoup soucié de humain, mais il l'aimait de tout son être. Maintenant, tout ce qu'il ressent, c'est de la rage. Une haine pure pour la chose qu'il a prise de lui d'une manière si vile et impardonnable, et il jure qu'il se vengera. Alors il demande à Jinya de s'écarter, de lui amener le meurtrier. Mais Jinya refuse. Alors Mosuke demande pourquoi, et Jinya lui dit simplement que c'est son travail de tuer des démons. Mosuke comprend, donc dans ce cas, ils le feront ensemble. Mais quand ils trouveront le slasher, il veut être celui qu'il finira. C'est à ce moment-là que Jinya l'arrête et lui demande si c'est vraiment la vengeance qu'il poursuit. Mosuke le fixe un instant, puis lui demande s'il doute de lui. Jinya dit: non, ce n'est pas une question de doute, mais peu importe qui est derrière tout ça, humain ou démon, la vie de quelqu'un va être prise, donc tu dois être sûr d'être prêt à porter ce poids. Mosuke lui dit que les démons ne mentent pas, même pas à eux-mêmes, et cela vaut aussi pour nos sentiments. Et à cela, Jinya convient qu'ils s'en occuperont ensemble. La nuit suivante, nous voyons les deux parcourir la ville, recueillant des informations sur le tueur. Ils interrogent tout le monde qu'ils peuvent, mais n'obtiennent rien. C'est frustrant, et ils ne sont pas exactement ravis de leur manque de progrès, mais ils savent qu'ils devront continuer, en train de pousser. Plus tard, ils sont de retour chez Mosuke, partageant du saké. Mosuke décide de poser à Jinya une question qui lui trotte dans la tête. Pourquoi chasse-t-il les siens? Jinya dit que c'est principalement pour l'argent et qu'il ne manque pas d'humains qui détestent les démons et qu'ils sont prêts à payer une belle somme pour les voir exterminés. Mosuke pense qu'il y a plus que ça, cependant, parce qu'il ne voit pas Jinya comme le genre de gars qui tue sans raison, alors il le presse sur la vraie raison. Jinya se penche en arrière et dit que c'est aussi une question de pouvoir, parce qu'il est en mission pour arrêter un certain démon, et cela surprend Mosuke, parce que Jinya a dit qu'il voulait l'arrêter, pas tue-le. Jinya lui dit ensuite qu'il est né humain, mais après avoir vu un démon tuer la femme qu'il aimait, quelque chose s'est brisé en lui et il est devenu ce qu'il est maintenant. C'est pourquoi tuer des démons qui menacent les humains lui semble si naturel. Mosuke est stupéfait, car même après tout ce bazar, Jinya veut encore épargner celui qui a détruit sa vie. Jinya dit qu'il ne saura pas quoi faire jusqu'au jour où il affrontera enfin ce démon. Jusque-là, il a d'abord besoin de force. Mosuke admet que c'est beaucoup à déballer, mais Jinya dit simplement qu'il est lâche. Ensuite, Jinya retourne la question. Une fois que Mosuke aura obtenu sa revanche, que compte-t-il faire? Mosuke se tait un instant, puis dit qu'il n'a jamais voulu tout cela et que la seule raison pour laquelle il a essayé de vivre comme un humain était qu'il déteste la violence et qu'il n'a jamais voulu être chassé par les humains. De plus, il n'a jamais voulu combattre d'autres démons non plus,
car tout ce qu'il voulait vraiment, c'était une vie tranquille avec la femme qu'il aime, adorée. Il dit qu'une fois que ce sera terminé, il retournera se cacher. Il s'occupera de la tombe de Hatsu et ce sera la fin. Jinya se souvient alors de quelque chose que Mosut a dit à son sujet plus tôt, qu'il n'est pas le genre de personne à faire des choses sans une bonne raison, mais ce n'est pas vrai car il porte une haine insensée pour sa sœur. Le lendemain, nous voyons Jinya de retour au magasin de soba habituel, mangeant tranquillement son déjeuner. La fille du propriétaire s'approche et demande avec désinvolture s'il a eu de la chance pour retrouver le tueur. Mais il lui dit que les choses ne vont pas si bien. Le propriétaire grogne ensuite que gagner sa vie est presque impossible de nos jours. Jinya est d'accord, puis fait un signe de tête vers la fille et dit qu'avec une serveuse mignonne comme Ofue, il devrait être plein à craquer maintenant, mais peut-être que les gens à Edo étaient juste trop occupés pour le remarquer. Alors, le propriétaire sourit, heureux que quelqu'un pense que sa fille est belle. Jinya dit avec confiance que 8 personnes sur 10 seraient probablement d'accord avec lui, et le propriétaire sourit, lui disant qu'il a bon goût. Mais Ofue intervient rapidement et dit à son père de ne pas s'emballer. Il lui rappelle bruyamment qu'elle n'a jamais eu de relation auparavant, disant que c'est peut-être une bonne opportunité pour elle. Gênée, Ofue le coupe, lui demandant de ne pas mettre Jinya sur le spot. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter car elle quittera le nid lorsque le moment sera venu. Mais pour l'instant, elle veut juste un peu plus de temps pour être sa fille. Son père se calme, comprenant ce qu'elle veut dire. Elle se tourne alors vers Jinya avec un sourire désolé et dit « Désolé pour tout ça ». Mais cela ne dérange pas du tout Jinya. En fait, il dit qu'elle a de la chance d'avoir un père comme ça. Elle est fière de son vieux père, mais cela lui fait se demander comment était le père de Jinya. Il explique qu'il a une sœur cadette, mais leur père ne l'a jamais bien traitée, disant qu'elle n'appartenait pas à la famille et la battait pour des choses qu'elle ne pouvait pas contrôler. C'est pourquoi Jinya l'a emmenée et a fui la maison, mais c'était il y a longtemps. Elle lui demande doucement s'il déteste son père pour ça, mais Jinya dit non, et maintenant il comprend pourquoi son père a agi de cette façon. Cela ne le rend pas juste, mais il comprend. Plus tard dans la nuit, Jinya est de nouveau en patrouille avec Mosut, cherchant des indices sur le tueur, mais la piste est froide et rien jusqu'à présent. Mosut mentionne qu'il n'y a pas eu de nouvelles observations récemment, donc ça ne sert à rien de se promener à l'aveuglette. À ce moment-là, il remarque une silhouette près d'un arbre, et il s'avère que c'est Ofue. Jinya lui dit qu'elle est la fille du magasin de soba qu'il visite toujours, et Mosut note tranquillement qu'il n'est pas sûr pour elle d'être dehors aussi tard, alors Jinya hoche la tête et commence à marcher vers elle. Elle lève alors les yeux et lui demande ce qu'il faisait là tout seul, mais Jinya remarque ensuite que Mosut est déjà redevenu invisible et lui dit discrètement de l'escorter par précaution, car si le tueur rôde toujours, ce serait mauvais si elle le rencontrait seule. Jinya demande ensuite à Ofue ce qu'elle fait ici à cette heure. Elle sourit et dit qu'elle était juste sortie admirer les cerisiers en fleurs. Mais Jinya fait remarquer que ce ne sont pas des fleurs de cerisier, ce sont des saules. Elle rit un peu et le corrige doucement en disant que ceci s'appelle des saules neigeux. Techniquement, ce ne sont pas de vrais saules. Et ce ne sont pas tout à fait des fleurs de cerisier non plus. Ils ressemblent aux saules par leur pendaison, mais appartiennent à la même famille que les cerisiers. Donc en gros, ce n'est pas une fleur de cerisier et ce n'est pas un saule. C'est un peu des deux, et pourtant, ni l'un ni l'autre. Jinya le regarde un moment et dit que c'est une plante pitoyable. Mais Ofue n'est pas d'accord et trouve qu'elle est belle. Même si elle ne rentre pas parfaitement dans l'une ou l'autre catégorie, elle fleurit toujours de belles fleurs chaque année. Elle ne sait pas exactement ce que ressent la plante, mais si elle était vraiment triste et vide, elle ne continuerait pas à fleurir comme elle le fait. Donc non, elle n'a pas besoin de sa pitié parce qu'elle continuera à fleurir chaque printemps, peu importe comment les gens l'appellent, et c'est juste comme ça qu'elle vit. Jinny regarda de nouveau la fleur et réalisa qu'elle avait raison, que c'était vraiment son mode de vie. Il lui dit alors qu'il devrait rentrer, car son père doit probablement être très inquiet maintenant, et elle, hochement de tête. Alors qu'Ofue et Jinny se promenaient jusqu'à chez elle, Ofue mentionna qu'il avait sérieusement besoin de se détendre plus souvent. Il leva un sourcil, se demandant s'il avait vraiment l'air si tendu, et elle répliqua que oui, il avait totalement cette énergie sombre et réfléchie, toujours à se pousser au-delà des limites. Il ne put le nier et il admit qu'elle avait peut-être raison. Toute sa vie tournait autour d'une seule foutue chose, le but pour lequel il est né. Elle n'a aucune idée de quoi il s'agit, mais elle lui dit qu'il devrait se détendre de temps en temps. La vie doit être ennuyeuse s'il ne fait que poursuivre un objectif sans arrêt. Pourtant, dans sa tête, c'est tout ce qu'il a, et il lui dit franchement qu'il ne peut pas suivre son conseil, même s'il le voulait. Une seconde plus tard, elle remarque des fleurs le long du chemin et s'arrête pour les admirer, en indiquant qu'il s'agit de jonquillas d'hiver. Elle explique que ces fleurs commencent à bourgeonner à l'automne et endurent l'hiver pour finalement éclore au printemps, ce qui signifie que leur floraison annonce officiellement l'arrivée du printemps. Elle pointe ensuite à un autre parterre, et quand elle essaie de lui dire de quel type il s'agit, il lui dit que c'est du mouron des oiseaux. Il mentionne que faire bouillir des tiges de mouron blanc est un excellent remède pour l'estomac. Dans son village, c'était un remède incontournable, surtout pour une amie d'enfance qui aimait tellement les sucreries, qu'elle
qu'elle avait toujours des maux d'estomac. Ofu rit en disant que cette fille a l'air amusante, et il admet qu'il dansait toujours à son rythme. En entendant cela, Ofu commence à penser qu'il y a plus dans son histoire qu'il ne le laisse entendre. Il aime les soba, il s'arrête pour admirer les fleurs, il conserve de chaleureux souvenirs du passé. Clairement, il est plus que quelqu'un poursuivant un but. Elle lui dit doucement qu'être si concentré sur un seul objectif l'aveugle au reste du monde. Elle lui demande de ralentir de temps en temps. Prend un moment pour vivre le moment présent. S'il le fait, elle est sûre qu'il verra des choses qu'il n'a jamais remarquées auparavant. Peu après, ils arrivent chez elle et remarquent que les lumières sont toujours allumées. Ginny se rend compte que son père a dû rester éveillé pour attendre. Elle lui remercie ensuite de l'avoir raccompagnée à la maison, et alors qu'elle se retourne pour partir, il lui demande si elle lui apprendra plus sur les fleurs un jour, mais cette fois de préférence pendant que le soleil est encore sorti. Elle sourit et accepte, puis rentre à l'intérieur. C'est à ce moment-là que Mosuke désactive son invisibilité et remarque qu'Ofu semble être une bonne femme. Jinya sursaute presque. Complètement choqué que Mosuke l'ait suivi tout ce temps, Mosuke évite la question et s'éloigne, disant qu'il part à la recherche du meurtrier. Et encore une fois, la nuit se termine avec Jinya qui campe sur le pont, attendant en silence que le tueur se montre. Un homme ivre passe alors devant Jinya, et à ce moment-là, le tueur surgit de nulle part et l'attaque. La femme derrière eux tombe à genoux sous le choc, et c'est à ce moment-là que Jinya voit enfin le tueur pour la première fois. Il attaque, il se jette sur lui, mais il bloque le coup, et la fille, toujours incrédule, commence à paniquer. Jinya lui conseille de rester sur place si elle veut rester en vie, puis il déplace le combat pour l'éloigner d'elle afin de la protéger. Mais le tueur voit une ouverture et essaie de revenir en arrière pour s'en prendre à la fille. Avant qu'il ne puisse s'approcher, Mosuke intervient et la met en sécurité, tandis que Jinya suit avec une contre-attaque. Réalisant qu'il est complètement dépassé, l'assaillant décide de s'enfuir et s'élance dans les airs pour s'échapper. Une fois parti, Jinya s'excuse auprès de Mosuke de l'avoir laissé filer, mais Mosuke minimise l'incident, disant que c'était plus dur qu'il ne le pensait. Pourtant, il va le suivre pour découvrir où il se cache. Jinya lui dit d'être prudent et de garder ses distances, et Mosuke hoche la tête, l'assurant qu'il n'a pas l'intention de mourir de sitôt. Il part à sa poursuite, et une fois qu'il est parti, la fille derrière Jinya demande un coup de main pour se lever. Il l'aide à se relever, et elle lui lance un regard, disant que son attitude grincheuse lui rappelle vraiment des souvenirs. Elle se demande s'il se souvient encore d'elle, et quand il regarde de plus près, il réalise que c'est Natsu. Elle est heureuse qu'il la reconnaisse encore, et il souligne à quel point elle a changé. Après tout, cela fait 3 ans, et elle est surprise qu'il n'ait pas vieilli d'un poil. Il plaisante en disant qu'il est immunisé contre le vieillissement, et elle rit comme s'il plaisantait. Curieux, il demande ce qu'elle fait ici si tard, et elle explique qu'elle rentrait chez elle après avoir déposé une livraison chez un de leurs clients réguliers. Il remarque encore une fois à quel point elle semble différente. Son sourire a l'air plus naturel maintenant, et elle lui dit que cela prouve simplement qu'elle n'est plus une enfant. Alors là, Zenji se pointe et la taquine en disant qu'elle n'est pas encore tout à fait une adulte, ce qui la prend clairement au dépourvu. Il aperçoit ensuite Jinya et saute instantanément aux conclusions, demandant si les deux sont impliqués dans une sorte de romance. Jinya met rapidement fin à cela, lui disant que Natsu vient de se faire attaquer par un tueur en série. Zenji remarque alors le corps à proximité et panique complètement. Il suggère d'appeler les autorités. Mais Natsu dit que cela ne servira à rien car c'était l'œuvre d'un démon. Jinya le confirme, disant que c'est le même démon qu'il poursuit depuis un moment et que Natsu a été pris dans le feu croisé. Alors Zenji plaisante en disant que Jinya a vraiment l'habitude de s'entourer de démons et Natsu se tourne pour demander comment il gagne sa vie ces jours-ci. Il lui a dit qu'il travaillait encore comme ronin chasseur de démons et si elle voulait le revoir, elle pourrait le trouver dans un magasin soba à Fukugawa appelé Kihai. Il lui a même offert une réduction si elle passait. Comme son escorte était déjà là, il pensa qu'il était temps de partir. Mais avant de se séparer, elle le remercia de lui avoir sauvé la vie. Alors que Jinya s'éloignait, Zenji lui lança un dernier conseil. Si Jinya cherchait toujours des démons, il pourrait vouloir jeter un œil au temple de Teramachi. L'endroit avait été abandonné depuis que le prêtre en chef était décédé, et les habitants disaient qu'ils avaient entendu une voix de femme résonner de l'intérieur. Des rumeurs circulaient selon lesquelles quelque chose de surnaturel pourrait y vivre. Pendant ce temps, Mosuke poursuit toujours le démon dans les rues, mais il finit par le perdre. À ce moment-là, un cri de femme transperce la nuit et il se précipite vers le bruit, seulement pour apercevoir le démon portant quelqu'un. Cela lui rappelle instantanément son épouse, Atsu, et la colère qu'il retenait jaillit enfin. Il poursuit le démon jusqu'au temple de Teramachi, se glisse à l'intérieur en utilisant son invisibilité, et ce qu'il voit là-bas le laisse tremblant de fureur. Le démon dévore la femme qu'il vient de kidnapper, l'avalant tout entière, os et tout. C'est ça, Mosuke ne peut plus se retenir. Il se précipite, déterminé à en finir avec la créature, convaincu que c'est la même qui a tué Atsu. Mais le démon le sent venir et le déchire avec ses griffes, lui ouvrant le ventre.
Puis il retourne calmement à son repas, mâchant à travers la tête de la femme tandis que Mosuke gîte sur le sol, saignant et se demandant si c'est ainsi qu'il va mourir, pathétique et vide, sans même obtenir sa vengeance. Finalement, le démon s'en va et peu de temps après, Jinya arrive. Il aperçoit Mosuke à peine conscient et s'agenouille à côté de lui. Mosuke esquisse un faible sourire, plaisantant qu'il s'est vraiment mis dans un état pas possible. Jinya demande s'il a trouvé le démon et Mosuke le confirme, disant qu'il était ici, dévorant les femmes vivantes. C'est le même monstre qui a pris sa femme. Jinya est stupéfait d'entendre cela, surtout en ce qui concerne la dévoration. Parti. Ensuite, Mosuke fait une dernière demande. Il demande à Jinya de le venger et lui remet une épée forgée à Kadono en disant qu'elle tranchera n'importe quel démon comme du beurre. Jinya promet de faire exactement cela, mais en retour, il demande à Mosuke de lui prêter son pouvoir. Mosuke est soulagé et reconnaissant, même s'il peut encore aider Jinya une dernière fois, même si c'est avec son dernier souffle. Jinya absorbe alors le pouvoir de Mosuke et ce faisant, il entrevoit son âme. Il voit que Mosuke avait passé la plupart de sa vie à fuir les démons, regardant constamment par-dessus son épaule. Mais quand il s'est finalement installé dans cette ville, il a commencé à vivre comme un être humain ordinaire. Et pour la première fois, il a trouvé paix. Finalement, il a rencontré la femme qui deviendrait son épouse, et avec le temps, ils sont tombés amoureux. Quand les choses sont devenues sérieuses, il a avoué sa véritable nature, révélant qu'il était en fait démon. Mais au lieu de s'enfuir, elle le regarda droit dans les yeux et lui dit qu'elle l'aimait. Donc, humain ou démon, cela n'avait pas d'importance pour elle. Après avoir vu cela, Jinya finit d'absorber le pouvoir de Mosuke et promet discrètement de réaliser son dernier souhait. Quelque temps passe, et nous voyons le démon traîner une autre femme dans sa cachette et commencer à se nourrir. En mangeant, il se remémore le jour où il est devenu conscient de lui-même. Il était déjà né dans ce corps grotesque et démoniaque. Dès le début, il avait cet instinct, ce besoin de tuer les hommes. De retour dans le présent, le démon continue sa frénésie alimentaire lorsque soudain Jinya apparaît. Il est surpris que la créature soit revenue ici après que sa tanière ait été exposée. Sans hésitation, il attaque en utilisant l'invisibilité, coupant l'une de ses mains d'un coup net. Le démon riposte, mais Jinya esquive chaque coup, restant juste hors de portée. Il fonce à travers le temple, essayant de passer à l'offensive, et Jinya admet que son pouvoir est un peu pénible à gérer. Mais cette fois, il est armé de Mosuke. Puissance. Il esquive chaque coup à nouveau, puis fait tomber son invisibilité et laisse l'aura démoniaque dans son bras. Éclat. Ensuite, il dit au démon qu'il va le détruire en utilisant le don que Mosuke lui a confié. Jinya fonce alors, disparaissant à la dernière seconde, et d'un seul mouvement rapide, il lui coupe la tête. Le démon s'accroche encore à la vie, haletant de douleur, et Jinya s'approche de lui exigeant une réponse. Il demande pourquoi il a laissé le corps de la femme de Mosuke intact quand il a dévoré toutes les autres femmes qu'il a capturées. Si c'était vraiment le meurtrier que Mosuke pourchassait, alors pourquoi ne l'a-t-il pas consommé complètement? Le démon commence à pleurer, disant qu'il a besoin d'un corps. Il ne peut pas rentrer chez lui sans. Jinya ne comprend pas de quoi il parle, mais il se souvient de la question que le démon lui a posée plus tôt. S'il festoie, lui aussi. Il lui dit que oui, il le fait, sauf qu'il se nourrit de démons de la même manière qu'il se nourrissait de femmes. Maintenant, il va consommer ses pouvoirs. Alors qu'il absorbe la force du démon, il réalise que son aptitude s'appelle Dart, une accélération temporaire qui permet à l'utilisateur de donner un coup de pied dans les airs et de s'accélérer instantanément. C'est une capacité solide dont il est sûr qu'elle sera utile. Mais alors qu'il consomme le démon, il finit par voir dans son âme. Il voit Atsu, la femme de Mosuke, être violée par deux hommes qui rient avant de la jeter à la rivière comme un déchet. Alors qu'elle coule, ses dernières pensées sont de rentrer chez elle, mais elle refuse de revenir dans un corps qui a été souillé. Au lieu de cela, elle cherche un autre vaisseau, un qui peut l'aider à revenir vers son mari. C'est alors qu'elle aperçoit un démon à proximité. Et maintenant, il devient clair pour Jinya que ce démon était Atsu et elle voulait juste rentrer chez elle, mais cela n'allait jamais arriver. Le démon disparaît alors et Jinya quitte tranquillement le temple. Quelques jours plus tard, de retour à la boutique de Soba, le propriétaire mentionne que Jinya n'est pas venu depuis un moment. Il pense que c'est parce qu'il a plaisanté en disant qu'il laisserait l'épouser sa fille. Elle rappelle à son père qu'il n'a jamais réellement dit ça et elle a aussi croisé Jinya l'autre jour à Asakusa. Et ils ont discuté un peu. Il lui a dit qu'il passerait une fois qu'il aurait terminé son travail en cours. Le propriétaire pense que le travail pourrait déjà être terminé parce que des rumeurs en ville disent que le slasher a disparu et que les meurtres ont cessé. Mais elle lui dit que Jinya a mentionné qu'il a encore des démons à chasser. Ailleurs, les deux mêmes hommes qui ont violé Atsu errent dans les rues tard dans la nuit. Ils commencent à parler de trouver leur prochaine victime, riant de la façon dont la dernière a crié pour son mari alors qu'il l'a traîné sous. Mais ensuite, il voit Jinya,
il avance sans un mot et les abat tous les deux d'un seul coup. En regardant leur corps, il ne dit rien, espérant juste que Mosuke puisse enfin reposer en paix maintenant que Hatsu a été vengé. Puis il s'éloigne. Nous voyons alors une jeune fille chantant doucement une mélodie glaciale, sa voix enveloppant l'air d'une ambiance inquiétante et fantomatique. Et elle se tait au moment de la dernière note, s'estompe. Juste après, l'accent est mis sur un samouraï se dirigeant vers la boutique de soba d'Ofue. Et juste au moment où il atteint l'entrée, il voit quelqu'un le confondre avec quelqu'un qu'il regarde. Alors qu'il essaie d'approcher cette personne, il heurte accidentellement Natsu, qui panique immédiatement en réalisant qu'elle vient de percuter un samouraï, s'excusant abondamment. Il ne le prend pas personnellement et s'excuse également, admettant qu'il aurait dû être plus attentif. Le propriétaire du magasin intervient alors pour rassurer Natsu, lui disant de ne pas s'inquiéter car cet homme est Natsugu Miura. Il est peut-être un samouraï, mais il est bien connu par ici pour être doux et bienveillant. Le lendemain matin, nous trouvons Natsugu assis de nouveau dans le magasin, regardant silencieusement ses soba. Mais le propriétaire remarque qu'il a l'air troublé. Curieux, le propriétaire lui demande ce qu'il a en tête, et Natsugu admet que quelque chose le dérange. Le propriétaire propose de l'écouter, et Natsugu confie que cela concerne son frère aîné. Le propriétaire est choqué d'entendre cela, car pour autant qu'il sache, Natsugu est l'héritier de la famille Miura, donc il ne devrait même pas y avoir de frère aîné. Mais Natsugu est complètement sûr d'avoir eu un frère aîné et demande à Ofue si elle a déjà entendu parler de lui, révélant que son nom était Tsunaga Miura. Ofu dit qu'elle ne l'a pas fait et Natsugu s'y attendait. Comme personne ne semble se souvenir de son frère, même pas sa propre famille, il a commencé à se poser des questions sur sa santé mentale. Mais le propriétaire essaie de détendre l'atmosphère. Ofu intervient ensuite, disant qu'elle connaît quelqu'un qui pourrait aider, et son père ajoute que le gars est un client régulier. Aussi, et il a tendance à fourrer son nez dans toutes sortes de cas étranges. Natsugu se demande à voix haute si l'homme pourrait être une sorte de devin ou de chaman, ce qui fait éclater de rire Ofue et son père. Ils expliquent qu'il n'est rien de si sophistiqué, juste un ronin qui, pour une raison quelconque, résout des incidents bizarres contre rémunération. Le propriétaire ajoute que bien qu'il puisse paraître intimidant, il est en réalité très gentil avec un certain humour, bizarrerie. Ils passent au magasin chaque jour juste pour engloutir leur soba. Et comme prévu, Jinya entre dans le magasin. Jinya passe sa commande comme d'habitude. Et pendant qu'il mange, le propriétaire plaisante en disant qu'il doit vraiment aimer leur soba s'il revient tous les jours. Mais Jinya répond avec désinvolture que ce n'est rien de spécial. Il s'est juste attaché au goût. Ofue vient ensuite lui remplir sa tasse de thé et il remarque qu'elle s'est beaucoup améliorée à service des tables. Elle est heureuse d'entendre le compliment et lui demande quel progrès il a fait récemment. Jinya lui parle de toutes les fleurs différentes qu'il a appris à connaître ces derniers temps. Il admet que les plantes sont étonnamment fascinante et maintenant il ne peut s'empêcher de remarquer toutes les fleurs qui fleurissent au bord de la route. En entendant cela, elle sourit et lui dit que, puisqu'ils ont déjà couvert toutes les plantes juste après cela, Natsugu interrompt leur conversation. Natsugu dit qu'il a entendu dire que Jinya est quelqu'un qui s'occupe des rumeurs de démons et d'autres phénomènes étranges. Jinya confirme que c'est vrai et Natsugu demande s'il pourrait l'aider à résoudre un mystère. Mais Jinya refuse, disant que sa spécialité se limite à tuer les démons et à moins que des démons ne soient impliqués, il ne sera pas d'une grande aide. Natsugu semble comprendre mais repart l'air assez déçu. Après son départ, le propriétaire demande à Jinya s'il pourrait reconsidérer et donner un coup de main à Natsugu. Il explique que Natsugu cherche son grand frère disparu et qu'il est très inquiet à ce sujet. Ofu intervient aussi, exhortant Jinya à aider. Et après un moment, Jinya accepte puisqu'il leur doit bien une faveur. Il est toujours curieux cependant pourquoi ils s'en soucient autant, et le propriétaire rit simplement et dit que c'est parce que Natsugu est l'un de leurs rares habitués. La scène se déplace ensuite vers Jinya qui rencontre Natsu à un petit stand de thé, et elle est surprise de le croiser là. Elle commande du thé et un mochi pendant qu'il s'assoit à proximité. En attendant sa commande, elle lui demande s'il aime le mochi et il répond que oui. Sa commande arrive bientôt, et pendant qu'elle mange, Jinya lui demande avec désinvolture quand elle et Zenji vont enfin se marier. Natsu s'étrangle presque avec sa nourriture, stupéfaite par la question, et exige de savoir d'où cela vient. Jinya lui rappelle qu'elle a maintenant 16 ans, et que c'est généralement considéré comme l'âge pour se marier. Elle admet que c'est vrai, mais elle ajoute immédiatement qu'elle ne pourrait jamais épouser Zenji, car il a toujours été plus comme un frère pour elle. Elle explique que bien que son père ait peut-être déjà quelques maris potentiels en vue, il lui a également dit qu'elle est libre de choisir elle-même. Chemin, d'un point de vue pratique, elle pense que son père préférerait probablement qu'elle épouse quelqu'un comme un samouraï ou un marchand pour des raisons professionnelles. Curieuse, elle retourne ensuite la question à Jinya, lui demandant ce qu'il pense du mariage. Il hausse les épaules et dit que personne ne voudrait jamais épouser un ronin bizarre comme lui qui n'a même pas un emploi stable. Natsu est d'accord en riant, mais elle dit aussi qu'à un moment donné,
tout le monde doit se poser. Elle lui demande ensuite quel âge il a de toute façon. Quand il répond qu'il a 31 ans, elle est vraiment surprise de découvrir qu'il est plus âgé que Zenji. Elle se penche alors un peu plus près, l'étudie avec curiosité et souligne qu'il ne semble pas si vieux, demandant s'il a un secret pour rester jeune. Jinya dit simplement qu'il n'en a aucune idée en balayant ça. Il se lève ensuite, disant qu'il doit retourner au travail. Natsu se demande s'il s'agit d'une autre chasse aux démons, et il confirme que oui. Elle lui demande pourquoi il est tellement obsédé par la chasse aux démons, alors qu'avec ses compétences en épée, il pourrait facilement décrocher un emploi beaucoup plus stable, mais Jinya n'a pas de vraie réponse pour elle. Il admet que même lui n'est pas sûr pourquoi. Pourtant, s'il devait lui donner une raison, il dit que c'est simplement le seul chemin qu'il sait parcourir. Natsu sourit, lui disant qu'il a l'air généralement si sec et détaché, qu'elle se demande parfois s'il se soucie même de quelque chose. Mais l'entendre s'ouvrir même un peu lui montre qu'au fond, il est juste un gars ordinaire avec des préoccupations comme tout le monde. Elle rit et lui dit d'arrêter de lui parler si formellement à partir de maintenant. Sur ce, elle lui dit au revoir, l'avertissant de ne pas trop broyer du noir, sinon il va finir avec des rides permanentes sur le front. La scène se déplace ensuite chez Natsugu, où il se prépare à partir. Sa mère le voit partir et devine immédiatement qu'il part à la recherche de son frère une fois de plus, et son silence en dit long. Elle lui rappelle une fois de plus qu'il est le seul héritier de la famille Miura, et insiste sur le fait qu'il n'a jamais eu de frère aîné. Frère. Mais Natsugu répond fermement qu'il se souvient clairement de son frère. Elle sait qu'il a erré dans les bidonvilles et les quartiers chauds à la poursuite de chimères. Elle le supplie d'abandonner cette recherche insensée et de commencer à se comporter comme un vrai samouraï qui sert son seigneur avec dignité. Mais Natsugu reste obstiné et dit qu'il remplira ses devoirs, mais seulement après avoir retrouvé son frère. Sur ce, il s'excuse et s'en va, même si elle l'appelle. Alors que Natsu se précipite dans les rues, il se souvient d'une conversation qu'il a eue avec son frère. Son frère a dit que ce n'était pas les maisons ou les terres qui faisaient les gens, c'était les gens qui faisaient les foyers. Son frère croyait aussi à la loyauté et au dévouement, mais refusait de compromettre ses propres croyances par devoir. Ensuite, Natsugu se demande où son frère pourrait être maintenant. À ce moment-là, Jinya apparaît à côté de lui demandant s'il partait poursuivre la recherche. Natsugu est surpris, mais soulagé de le voir. Jinya lui dit qu'il a décidé d'examiner de plus près sa situation, bien qu'il avertisse qu'il ne peut pas garantir qu'ils trouveront des réponses. Natsugu dit que c'est parfaitement bien, il est juste heureux que quelqu'un le croie. Jinya va alors directement au but, demandant à Natsugu les événements qui ont conduit à son frère. Disparition. Mais il décide de poursuivre la conversation dans un endroit plus privé avant d'entrer dans les détails. La scène se déplace ensuite vers eux deux, assis au magasin de soba, et Natsugu ne peut s'empêcher de remarquer le katana accroché aux côtés de Jinya. Ce n'est clairement pas une lame ordinaire, sa fabrication est bien trop raffinée. Curieux, Natsugu remarque combien il est étrange qu'un ronin porte une arme de si haute qualité et se demande à haute voix si Jinya pourrait provenir d'une lignée de samouraïs. Jinya secoue la tête, expliquant qu'il n'en est rien. Il raconte comment il a autrefois séjourné dans un village de montagne, reculé connu pour ses soufflets de forge, abritant des forgerons spécialisés dans la fabrication de katanas. Pendant son séjour là-bas, il occupait un poste nécessitant l'usage d'une telle arme, et maintenant il remplit à nouveau un rôle similaire. Le sabre qu'il porte a été autorisé par le shogunat, donc il a la permission officielle de le garder à ses côtés. Natsugu hasarde une supposition, demandant si Jinya pourrait venir de Kadona. Jinya hausse un sourcil, impressionné par la précision. Natsugu sourit, expliquant qu'il l'a soupçonné en voyant le design du fourreau. Il admet qu'il est un peu passionné de katana, et il a lu qu'une des caractéristiques des lames Kadona est leur fourreau, d'un design modeste, mais élégant dans leur artisanat subtil. Jinya confirme que cette lame particulière était autrefois un artefact sacré vénéré dans le village. Elle s'est retrouvée entre ses mains en raison de circonstances qu'il préfère ne pas expliquer. Natsugu se penche en avant, intrigué, et demande le nom de la lame. Jinya répond qu'elle s'appelle Yurai, et Natsugu s'illumine à la mention de ce nom, spéculant que le nom pourrait provenir d'une vieille phrase liée à repousser le mal ou purifier les esprits. Et il demande à Jinya s'il connaît des histoires comme... Jinya admet qu'il ne le fait pas, mais se souvient que le doyen du village a dit un jour que l'épée était restée impeccable pendant plus de 100 ans. Natsuyu est ravi de l'entendre, et pratiquement débordant d'excitation, demande si Jinya serait prêt à tirer l'épée et à la lui montrer. Jinya refuse poliment, et Natsuyu se retire rapidement, s'excusant de s'être emporté. Cela mis de côté, Jinya dit qu'il est temps qu'ils abordent le cœur du sujet. Natsuyu partage alors son histoire, comment son frère aîné a soudainement disparu sans laisser de traces, et peu importe la distance parcourue dans ses
ses recherches, il ne trouve rien. Ce qui est pire, c'est que personne ne semble se souvenir de l'existence de son frère, pas même leurs propres parents. Tout le monde insiste sur le fait que Natsuyu est le seul héritier de la famille Miura. Quelques personnes admettent que le nom Sadanaga leur dit vaguement quelque chose, mais même elles finissent par insister sur le fait qu'il doit y avoir une erreur. Natsuyu n'a pas d'autre choix que d'accepter qu'il est la seule personne qui se souvienne encore de l'existence de son frère. Le propriétaire du magasin, entendant le sujet lourd, intervient doucement, suggérant que s'ils vont discuter de quelque chose d'aussi sérieux, il devrait peut-être aller ailleurs pour plus de confidentialité. Mais Jinya secoue la tête et dit en plaisantant que c'est bon parce que cet endroit n'est pas très fréquenté. Puis il ajoute que c'était parce qu'Ofu et son père semblaient vraiment préoccupés par Natsuyu. Et c'est pourquoi ils sont venus parler ici. Jinya demande alors à Natsuyu quand exactement son frère a disparu, et Natsuyu répond que c'était vers la fin de janvier. Il se souvient que juste avant sa disparition, son frère a mentionné qu'il allait rencontrer une fille. Peu de temps après, Natsuyu a trouvé des fleurs dans la chambre de son frère. Il ne pouvait pas identifier de quelle sorte il s'agissait, mais elles avaient un parfum fort et persistant. Les fleurs étaient petites avec des pétales blancs délicats et un centre jaune vif, et cela lui sembla étrange car son frère n'était jamais quelqu'un qui se souciait des fleurs. Puisque personne d'autre n'était entré dans la pièce à part lui, Natsuyu a supposé que son frère devait les avoir laissées là lui-même. Jinya réfléchit à cela et demande s'il a toujours les fleurs. Natsuyu hoche la tête, disant qu'il les a gardées, préservées, pensant qu'il pourrait servir de preuve si quelque chose venait à être découvert. En entendant cela, Jinya demande s'il peut aller chez Natsuyu demain pour regarder par lui-même. Natsuyu hésite un instant, puis accepte. La scène passe ensuite à Jinya qui arrive à nouveau au magasin de soba le lendemain et il remarque que Natsu est déjà là. Il passe une commande de soba et le propriétaire semble amusé que Jinya ait commencé à appeler Natsu ainsi. Il plaisante avec Ofu, lui disant qu'elle pourrait devoir améliorer son jeu, et elle lui dit rapidement d'arrêter de dire des bêtises. Ofu commande que les deux semblent bien s'entendre, et Natsu répond avec désinvolture que ce n'est rien de spécial. Jinya demande ensuite à Ofu à quel point elle connaît Natsuyu, et elle dit qu'ils ne sont pas particulièrement proches, mais qu'ils parlent de temps en temps quand ils visitent la boutique. Elle est curieuse de savoir pourquoi Jinya pose la question, et il répond simplement qu'il se demandait juste. Ofu dit que Natsuyu a toujours été respectueux dans leur conversation, et qu'il apparaît comme un homme véritablement gentil et sincère. Natsu réalise qu'il parle du samouraï qu'elle a rencontré l'autre jour, et elle est d'accord car elle l'a trouvé humble et poli aussi. Le propriétaire intervient, disant que Natsuyu semble gentil et tout, mais il devient trop enthousiaste dès que les épées sont mentionnées. Cela lui rappelle quelque chose, alors il attrape quelque chose à montrer à tout le monde, et c'est un kogai. Il explique que la famille de Natsuyu sert de vassaux au shogun. Il est donc normal qu'il possède ce genre d'outils. Mais un jour, Natsuyu lui a donné ce kogai en particulier, qui est traditionnellement porté par les samouraïs. Le propriétaire ajoute que Natsuyu est complètement obsédé par épée. C'est pratiquement la motivation derrière tout ce qu'il fait. Il se souvient même avoir entendu la mère de Natsuyu le gronder pour cette obsession, et Jinya demande s'il a eu des relations avec elle. Le propriétaire dit que non, il ne l'a jamais vue que d'un bref coup d'œil, mais d'après ce qu'il a entendu, c'est une femme redoutable. Ensuite, le propriétaire essaie de remettre le kogai à Jinya, qui hésite à l'accepter au début, puisque Natsuyu l'a donné en cadeau. Mais le propriétaire insiste sur le fait qu'il n'en a pas l'utilité, et finalement Jinya accepte de le prendre, décidant de le garder pour l'instant. Il se tourne ensuite vers Ofu et lui demande si les fleurs que Natsuyu a mentionnées l'autre soir étaient des jonquilles, et elle confirme que c'était le cas. Mais Jinya a du mal à le croire car Natsuyu les a décrites comme petites. Pourtant, il espère vraiment qu'elles sont tout sauf des jonquilles. Nous passons ensuite à la même jeune fille d'avant, et elle réfléchit tranquillement à elle-même que l'endroit où elle se trouve maintenant était son jardin de joie où elle a passé son enfance. Mais maintenant, elle sait qu'elle ne peut jamais y retourner. Ensuite, nous voyons Jinya arriver à la résidence de Natsuyu, où sa mère remarque immédiatement le visiteur inattendu. Elle le regarde attentivement et demande qui il pourrait être, ce qui pousse Jinya à se présenter respectueusement. Elle le salue en retour, son ton à la fois gentil et curieux, avant de se tourner vers son fils pour en savoir plus. Jinya explique qu'il vient de Kadono, un village célèbre pour ses maîtres forgerons. Natsuyu ajoute que Jinya est un samouraï qu'il a rencontré il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui partage sa passion profonde pour les épées, et il a invité Jinya à boire un verre. Puis, les deux entrent à l'intérieur. Avant d'aller loin, la mère de Natsuyu remercie Jinya, ce qui le prend au dépourvu. Il demande pourquoi, et elle lui dit que son fils traverse une période difficile ces derniers temps, mais qu'aujourd'hui, il semble plus léger et plus heureux. Voir cela en tant que mère la rend reconnaissante, et cela touche silencieusement Jinya. Ensuite, nous les trouvons assis dans une pièce tranquille, et Jinya remarque à quel point la mère de Natsuyu semble gentille. Natsuyu le balaie d'un revers de main, la qualifiant de légèrement excessive, puis change de sujet en lui montrant les fleurs laissées dans la chambre de son frère.
Jinya se penche pour les examiner de plus près et confirme que ce sont bien des jonquilles. Natsuyu demande s'il y a quelque chose de spécial à leur sujet, et Jinya répond qu'elles ne sont pas particulièrement rares, mais qu'elles sont plus petites que la normale. Il demande alors à Natsuyu s'il est absolument sûr de les avoir trouvées en fleurs au printemps. Natsuyu hoche la tête sans hésitation, et l'expression de Jinya, il s'assombrit. Il lui dit que la fille que Sadanaga a rencontrée pourrait ne pas être humaine. Sadanaga pourrait avoir été attirée dans une autre dimension. Et ces fleurs en sont la preuve. Natsuyu se rend compte que ces fleurs pourraient provenir du domaine du démon, et Jinya demande à voir la chambre de son frère de ses propres yeux. Natsugu accepte et se tourne pour montrer le chemin, mais Jinya reste immobile, lui disant d'avancer. Natsugu s'arrête, incertain de la façon dont Jinya le suivra. Mais Jinya répond simplement qu'il va s'en sortir. Et sur ce, Natsugu s'en va. Maintenant seul, Jinya se dit que si l'ennemi peut sentir sa présence, il pourrait ne pas apparaître du tout. Alors, il active sa compétence de furtivité et disparaît de la vue, le suivant sans un bruit. Dès que Natsugu ouvre la porte de la pièce, un léger parfum de jonquille emplit l'air et il se sent soudain étourdi. Puis la vision commence et il voit une jeune fille regardant une ville engloutie par les flammes. Elle se précipite pour trouver son parents, mais ils sont déjà piégés dans l'enfer, brûlant sous ses yeux, et tout ce qu'elle peut faire, c'est regarder impuissante. Après ce qui semble être une éternité, les flammes s'éteignent enfin et la fille se réveille, étonnée d'être encore en vie. Lorsqu'elle se lève, elle voit que la moitié de la ville a été réduite en cendres. Elle erre sans but à travers les ruines, les yeux vides, l'esprit brisé. Les gens qu'elle croise la regardent avec horreur et se précipitent pour s'éloigner. Confuse, elle aperçoit son reflet et recule parce que son visage est devenu celui d'un démon. Puis, une réalisation la frappe durement. Ses parents sont partis, sa maison est détruite et chaque morceau de son passé est arraché. Racine. Le pire de tout, c'est qu'elle ne se reconnaît plus, donc il n'y a aucun moyen qu'elle puisse jamais retourner à la vie paisible qu'elle avait autrefois. Sans personne vers qui se tourner, elle a masqué son identité et s'est effacée de la société, survivant en secret au fil des années. Finalement, elle est retournée aux ruines de son ancienne maison pour découvrir qu'elle avait été reconstruite, maintenant occupée par des inconnus. Alors quelque chose en elle brisée. Elle désirait plus que tout retrouver la vie qu'elle avait perdue, et ce désir désespéré éveilla un étrange pouvoir en elle. Un pouvoir qui lui permit de créer une nouvelle dimension, un monde onirique où elle pouvait revivre ses souvenirs encore et encore. De retour dans le présent, Natsugu se réveille brusquement à l'intérieur de cette illusion et Jinya lui informe qu'ils ont pénétré dans l'écho dimensionnel lié à la chambre de son frère. Natsugu regarde autour de lui, confus par le monde étrange dans lequel il se trouve, et Jinya demande s'il a vu la fille dans sa maison en feu juste maintenant. Natsugu dit qu'il l'a fait juste avant de repérer une silhouette familière. C'est son frère, Sadanaga, qui rit, sourit, joue avec la fille de sa vision. Mais quelque chose semble étrange car ce ne sont pas de vrais événements, ce sont des échos figés, un souvenir qui tourne en boucle. Et puis, la scène change. Sadanaga se tourne maintenant vers la fille et lui demande ce qu'elle aimerait qu'il fasse aujourd'hui. Elle lui dit qu'il devrait arrêter de revenir et simplement rentrer chez lui auprès de sa famille. Mais à la place, il insiste pour préparer ses soba préférés pour elle. Elle le supplie de partir parce qu'elle ne peut pas continuer comme ça. Ce jardin, ce monde, c'est tout ce qu'elle a et c'est le seul endroit où elle peut encore voir ses parents. Mais Sadanaga lui dit doucement qu'elle a tort, les maisons ne façonnent pas les gens, ce sont les gens qui façonnent les maisons. Si un endroit n'apporte que de la douleur, alors ce n'était jamais un véritable foyer. Elle lui demande comment il peut le savoir, et il lui dit qu'elle le comprend déjà au fond d'elle-même. Après tout, elle est coincée ici depuis plus d'un siècle, et il dit qu'il peut quitter cet endroit, mais seulement si elle choisit de venir avec lui. Les larmes aux yeux, elle dit que ce n'est pas possible. Ce monde de rêve est tout ce qui lui reste parce que c'est le seul espace où elle se sent encore comme elle-même appartient. Alors Sadanaga sourit et dit que si c'est comme ça, alors il restera ici avec elle et lui dit doucement que si elle le souhaite, elle peut le considérer comme son père et qu'ils pourraient vivre ensemble en paix. Mais elle secoue la tête et dit qu'elle ne pourrait jamais le voir de cette façon. Sadanaga sourit simplement et dit que c'est d'accord et qu'il attendra le jour où elle changera d'avis. Il ne plaisante pas à ce sujet. Il lui dit que si jamais le jour vient où elle l'accepte comme famille, alors elle doit promettre qu'ils quitteront cet endroit ensemble. Elle est convaincue que ce jour ne viendra jamais et il se dit que cela signifie qu'il restera coincé ici avec elle pour toujours. Un instant plus tard, Sadanaga disparaît et Natsugu regarde autour de lui frénétiquement, demandant à la fille où est allé son frère, et elle répond doucement qu'il n'y a plus personne ici maintenant. Natsugu supplie, voulant son frère de retour, mais Jinya s'avance et dit que ce n'est plus possible. Natsugu ne comprend pas car Sadanaga était juste là avec eux. Jinya mentionne casualement qu'il est déjà venu ici, ce qui pousse Natsugu à lui demander ce cela signifie. Jinya explique que certaines fleurs ne fleurissent qu'à certaines saisons, et les petites jonquilles que Natsugu a notées plus tôt fleurissent habituellement en hiver. Mais à l'époque où Sadanaga a disparu, il voyait exactement les mêmes fleurs éclore au milieu du printemps,
la même saison où Sadanaga a disparu. Il explique que cette dimension existe au-delà des limites de leur propre monde, et bien qu'il ait autrefois suspecté que les jonquilles étaient toujours en fleurs à cet endroit, ce sont en réalité des jonquilles d'hiver qui fleurissent maintenant. Ces fleurs signalent le début du printemps, mais dans leur monde, c'est actuellement l'automne. C'est alors qu'il indique que le temps passe plus vite dans cette pièce. La fille révèle ensuite qu'elle détient le pouvoir de la rêveuse. Cela lui permet de recréer un jardin rempli de fragments de joie de son passé, un petit monde autonome qui rejoue ses souvenirs. Mais c'est tout ce qu'il peut faire, son pouvoir n'est rien de plus qu'une balade dans le passé et en ce moment, elle y est seule. Natsugu refuse d'accepter cela et il s'accroche à l'espoir. Mais elle s'excuse auprès de lui d'avoir pris Sadanaga, elle dit que son propre frère Hiyoma l'a autrefois sauvé, et maintenant il est temps de rendre ce cadeau. Elle se tourne pour partir, expliquant qu'une fois qu'elle sera partie, ils retourneront d'où ils viennent. Jinya demande où elle ira maintenant, et elle dit qu'elle en a fini de perdre sa vie coincée dans de vieux souvenirs. Hiyoma lui a donné quelque chose de réel, un monde construit juste pour elle, et maintenant, elle ira enfin là-bas. Jinya réalise qu'elle honore la promesse qu'elle a faite à Sadanaga. Quelques instants plus tard, lui et Natsugu se réveillent dans le monde réel. Monde. Natsugu ne comprend toujours pas pourquoi son frère est resté derrière, et Jinya ne dit rien. Il reste juste là, à regarder l'horizon. La scène passe ensuite à Natsugu et Jinya assis ensemble dans le restaurant de Soba. Natsugu partage qu'il a fait quelques recherches et a découvert que le grand incendie de Muraki s'est produit il y a plus de 2 siècles. Ça devait être le même incendie qui a détruit tout ce qui était cher à la fille. D'après ses recherches, le terrain où se trouve sa maison aujourd'hui était probablement l'emplacement de la maison de la fille autrefois. Cela résonne avec Jinya qui réalise que c'est pourquoi le monde miniature qu'elle a recréé s'est retrouvé lié à son domicile. Il s'excuse discrètement, se sentant comme s'il n'avait pas fait grand chose pour aider. Mais Natsugu dit que ce n'est pas grave. Il est juste soulagé de savoir quel genre d'homme était vraiment son frère. Quelqu'un qui défendait ses croyances quoi qu'il arrive. Il ne comprend pas complètement pourquoi Sadanaga a choisi de s'éloigner de sa propre famille, mais au moins maintenant il sait que son frère est resté fidèle à son cœur jusqu'à la fin. Il se lève pour partir, mentionnant qu'il est en retard. Mais avant de sortir, Ofyu lui dit doucement que son frère était un homme formidable, et même si le monde oublie son nom, cela n'efface pas le fait qu'il a tout risqué pour sauver une fille qui n'avait personne d'autre. Natsugu est ému en entendant cela et s'éloigne tranquillement. Une fois qu'il est parti, Ofyu se tourne vers Jinya et le remercie d'avoir aidé Natsugu à tourner la page. Mais Jinya n'est pas tranquille car il y a encore des détails qui ne lui conviennent pas. Il mentionne comment la fille démoniaque appelait sans cesse Sadanaga Hiyoma, mais il n'a jamais entendu ce nom auparavant. Le propriétaire du magasin suggère que cela aurait pu être le véritable nom de Sadanaga, et Jinya note que généralement, seul le seigneur d'un samouraï serait au courant d'une telle chose. Le commerçant explique qu'il n'est pas totalement inhabituel que les membres de la famille le sachent, mais le fait que la fille l'ait appelée Yoma signifie probablement qu'il la voyait comme famille. Cela évoque un autre souvenir pour Jinya, le moment où il a mentionné comment Natsugu se faisait toujours gronder par sa mère parce qu'il était obsédé par épée. Il se rend compte maintenant qu'à l'époque, il avait accidentellement utilisé le vrai nom de Natsugu Harimori. Le propriétaire dit négligemment qu'il a dû l'entendre de sa mère. Une fois. Mais Jinya ne le croit pas parce que cette femme était bien trop convenable pour laisser échapper quelque chose comme ça. Même en parlant à un simple ronin comme lui, elle montrait du respect et choisissait ses mots avec précaution. Elle se référait toujours à son fils comme Natsugu devant les autres. Alors, où exactement le propriétaire a-t-il vraiment entendu le nom Harimori? Car seulement le seigneur ou la famille d'une personne devrait savoir cela. Et quelque chose d'autre cloche, la fille démoniaque n'a jamais dit que Sadanaga était mort, juste qu'il n'était pas ici, plus maintenant. Cette pensée amène Jinya à une nouvelle théorie. Sadanaga pourrait encore être en vie, il aurait pu vivre avec la fille pendant près de 20 ans avant de décider de déménager. En revanche, à ce moment-là, il avait trop vieilli pour retourner à sa vie d'avant. Alors, au lieu de cela, il s'est glissé dans la ville, a trouvé une vieille maison bon marché et a tranquillement recommencé en dirigeant sa propre boutique de soba. Jinya demande s'il se trompe, mais le propriétaire du magasin ne cède toujours pas. Il insiste que Sadanaga peut simplement être décédé de vieillesse, alors qu'il était encore piégé dans l'autre dimension. Mais Jinya n'est pas convaincu. Il se souvient de l'expression de la fille, et ce n'était pas le regard de quelqu'un qui avait perdu quelqu'un. Elle souriait, et ce sourire lui disait qu'elle avait trouvé un nouveau père. Encore une fois, Jinya l'interpelle, déclarant clairement que le commerçant est Sadanaga. Après un moment, le propriétaire admet tranquillement que Jinya a raison. Il se demande depuis combien de temps Jin est connu, et Jinya répond qu'il l'a compris au moment où tout s'est mis en place. Il y avait eu des indices éparpillés partout, et l'un des plus grands était le kogai qu'il portait. Jinya trouvait toujours étrange qu'un simple propriétaire de magasin de soba ait quelque chose comme ça. Le propriétaire sourit et explique que c'était en fait un cadeau de Natsugu, qui en avait marre de le voir se gratter le cuir chevelu en public, et voulait qu'il ait l'air plus convenable. Jinya demande pourquoi il ne dit pas simplement la vérité à Natsugu, qu'il est en vie. Cela le rendrait sûrement heureux. Mais le propriétaire dit qu'il a déjà fait son choix, et il a choisi la fille. Après
après cela, il ne pouvait plus se considérer comme faisant partie de la famille Miura. Il a renoncé au droit de s'appeler le frère de Natsugu. De plus, Natsugu a grandi maintenant. Il peut se débrouiller seul. Il offre à Jinya le Kogai en cadeau et demande s'il comprend pourquoi il a choisi de devenir celui de la petite fille. Père, Jinya dit simplement qu'il n'y avait pas de grande raison et le propriétaire est d'accord. Il dit que c'était aussi simple que ça, il ne pouvait pas supporter de voir la fille souffrir seule, alors il est resté et c'était tout. Un homme fait ses choix et s'y tient. Essayer de l'expliquer davantage ne changerait pas la façon dont les autres le voient, chacun a sa propre façon de penser. Jinya hoche la tête, comprenant parfaitement. Le propriétaire savait qu'il le ferait. Après tout, Jinya a vécu assez longtemps pour acquérir de la sagesse. Et il sait aussi que Jinya est un démon. Cela surprend Jinya, mais le propriétaire explique qu'après avoir vécu aux côtés d'un démon pendant plus de 20 ans, on commence à reconnaître les signes. Curieux, Jinya demande comment va la fille ces jours-ci. Le propriétaire regarde et dit « Elle est juste là ». Ici. À ce moment-là, Ofyu révèle ses yeux de démon et Jinya le réalise. Elle est la petite fille de l'autre monde, c'est pourquoi il a pu entrer si facilement dans le royaume de sa mémoire, car il était connecté à elle. Ofyu croise son regard et lui demande s'il va la tuer maintenant qu'il sait qu'elle est un démon. Mais Jinya soupire simplement, passe outre et commande calmement un bol de soba. Elle s'illumine d'un sourire discret, heureuse de voir qu'il y a plus en lui que le devoir seul, puis elle s'approche pour lui servir son plat. Repas. Nous sommes encore en l'année 1853 et Jinya est vu se détendre avec du thé et quelques douceurs avec son père. En pleine conversation, son père évoque une petite demande. Il dit à Jinya qu'un vendeur de livres illustrés de Tenmacho l'a contacté il n'y a pas longtemps, prétendant avoir trouvé quelque chose d'inhabituel. Il sort ensuite une estampe mystérieuse appelée l'Ukiyo-e de Kudanzaka pour la montrer à Jinya et il l'appelle un démon. Jinya demande s'il y a des histoires étranges liées à l'œuvre d'art et son père explique que l'artiste qui a réalisé la pièce est tombé gravement malade et ne s'est pas rétabli. Certaines personnes disent que la maladie l'a frappé parce qu'il a vendu un dessin d'un démon, puis il a demandé à Jinya son pensée. À première vue, Jinya dit que ça a l'air normal, mais il ajoute que les choses liées au surnaturel ne se révèlent généralement que dans des conditions spécifiques. Les circonstances. Son père est d'accord et dit que si l'impression s'avère nocive, il espère que Jinya s'en occupera. Jinya acquiesce et son père le rassure en lui disant qu'il ne demande pas de service gratuit. Il dit qu'une fois tout réglé, ils devraient aller boire un verre ensemble, ce qui convient à Jinya. Le jour suivant, nous voyons Jinya passer au restaurant de soba et commander un bol. Zenji entre et sort une version de l'Ukiyo-e de Kudanzaka, lui disant que c'est censé être maudit. Imprimé. Il dit que le propriétaire précédent est mort dans des circonstances mystérieuses, supposément à cause d'une sorte de malédiction. Jinya remarque immédiatement que l'impression est déchirée et Zenji admet qu'il l'a accidentellement arrachée en venant. Le propriétaire le gronde pour avoir traîné une impression maudite et déchirée dans sa boutique. Zenji s'excuse et Jinya sort sa propre copie de l'image et dit qu'elle vient d'un vendeur de livres illustrés à Tenmonko. Mais lorsqu'il compare les deux versions, Zenji voit qu'elles sont exactement identiques. Jinya n'aime pas l'idée que plusieurs impressions maudites sans origine claire circulent. Ofyu regarde ensuite l'impression et dit qu'à première vue, cela ressemble à une belle œuvre d'art. Puis elle demande à Zenji s'il remarque quelque chose d'étrange à son sujet. Il souligne qu'il n'y a ni décoloration ni dommage et que les couleurs semblent encore fraîches, probablement imprimées au cours de l'année dernière. Zenji dit alors qu'il connaît la boutique à Tenmonko et qu'il pourrait facilement découvrir qui est l'artiste. Donc Jinya dit qu'il apprécierait l'aide, mais Zenji dit de ne pas en parler, après tout, il a beaucoup fait pour Natsu. Plus tard, Zenji part seul pour parler avec le vendeur de livres d'images, tandis que Jinya attend à proximité, caché dans le ombre. Le commerçant le salue en plaisantant s'il est ici pour découvrir la dernière sélection de gravures érotiques. Mais Zenji élude et dit qu'ils peuvent en parler une autre fois. Pour l'instant, il veut poser des questions sur l'Ukiyo-e de Kudanzaka. Le commerçant admet qu'il ne l'expose plus car il a été étiqueté comme un démon, photo, et il n'est pas prêt à prendre ce genre de risque. Zenji suppose que ce n'est qu'une rumeur lancée par l'artiste, mais le propriétaire dit que l'artiste est vraiment tombé malade et ne s'est pas rétabli, et il y a même des rumeurs qu'une personne qui a acheté le tableau est morte dans des circonstances mystérieuse. Il ne veut pas nuire à la réputation de son magasin, donc il le garde caché. Zenji trouve cela suspect et se demande si l'artiste habite à proximité. Peu de temps après, Zenji revient et Jinya remarque immédiatement l'impression dans sa main. Zenji la cache rapidement et lui dit qu'il a découvert que l'artiste vit à Sakaeko. Jinya hoche la tête et s'en va, puis nous le voyons arriver chez l'artiste. Après avoir demandé la permission, il entre et l'artiste, Sagadoshu, l'accueille en lui disant qu'il n'a pas eu de visiteur depuis un certain temps. Saga demande qui il est et Jinya se présente. Poliment.
Il explique qu'il est venu lui parler d'un sujet particulier, mais Saga lui dit de se détendre car il n'est personne d'important. Jinnya s'assoit et remarque que la pièce est parsemée de des peintures. Il mentionne qu'il a entendu dire que Saga a été alité, mais Saga le corrige gentiment en disant que ce n'est pas la maladie, c'est juste qu'il n'est plus aussi résilient qu'avant. Son corps ne supporte plus la peinture comme avant, et Jinnya réalise que la peinture démon n'est pas responsable de son état. Saga demande si Sangendo l'a envoyé, mais Jinnya répond non. Il est juste venu se renseigner sur l'impression démoniaque qu'il crée. Saga est visiblement submergé par les souvenirs à l'évocation de la photo, alors Jinnya explique qu'il enquête sur son origine et veut connaître la vérité derrière elle. Saga comprend et commence par expliquer le nom. Il dit que Kudanzaka ne se réfère pas à une route à Edo, mais à la femme représentée dans la œuvre d'art. Jinnya se demande si c'est le nom de la femme, mais Saga dit que ce n'est pas exactement ça. Il y a longtemps, un homme utilisant une lame de style Kadona a donné ce nom à la pièce. L'homme s'appelait Motoharu et visitait souvent cet endroit. À ce moment-là, Jinnya se rend compte qu'il parle de son père adoptif, et il se souvient de ses derniers instants avec lui. Lors de ces derniers moments, il se sentait impuissant, incapable de protéger la seule femme qu'il aimait vraiment, et il se sentait inutile. Il a admis à Jinnya qu'au début, il n'aimait pas les yokai. Pourtant, être choisi comme gardien d'une prêtresse n'était pas le pire des destins. Même s'il ne pouvait jamais vraiment la comprendre, petit à petit, il se surprit à vouloir protéger la personne même qui avait jadis rendu sa vie plus difficile. Il croyait qu'il pouvait le faire. Mais tout change finalement. Il a regardé Jinnya dans les yeux et lui a dit de ne pas finir comme lui, de ne pas devenir un homme qui laisse l'amertume définir qui il est, et puis, sans hésitation, il est allé au combat et n'est jamais revenu. Maintenant, dans le présent, Jinnya demande à Saga de lui en dire plus sur Motoharu, révélant que Motoharu l'avait élevé comme son père adoptif. Saga est d'accord, disant qu'il est impossible de discuter de l'origine de l'œuvre de Kudanzaka sans en parler. Motoharu, il commence son histoire en disant que tout a commencé alors qu'il n'était encore qu'un artiste débutant qui luttait pour trouver sa lieu. Il avait réussi à louer un petit endroit à Edo et pendant son séjour là-bas, il a aperçu une femme dans le quartier. Curieux, il lui a demandé son nom et elle a répondu qu'elle ne pouvait pas le lui dire, non pas parce qu'elle cachait quelque chose, mais parce qu'elle ne pouvait pas physiquement mentir. Alors elle lui a simplement demandé de l'appeler sans nom. Au fil du temps, ils ont appris à mieux se connaître et elle s'arrêtait parfois pour regarder son travail. Un jour, il lui a dit qu'il allait devenir l'artiste le plus renommé d'Edo et elle a ri pensant qu'il plaisantait. Puis, un jour, Motoharu est arrivé pour livrer un message de la Yatsuki Hime. Il s'est plaint tout le temps de l'absurdité d'envoyer un gardien comme lui faire des courses. Saga l'a taquiné en lui demandant pourquoi il avait toujours quelque chose de négatif à dire sur la prêtresse. Motoharu a expliqué qu'il avait accepté le rôle en croyant que c'était quelque chose honorable. Mais à la place, elle lui faisait livrer des lettres comme un coursier. Il a même plaisanté en disant qu'elle était pire que n'importe quel démon dont il avait jamais entendu parler. Selon Saga, Motoharu visitait Edo chaque année et invariablement, il se plaignait de la princesse Yatsuki Hime. Cela surprend Jinnya car apparemment, Motoharu ne lui avait montré que son côté sérieux et noble. La saga continue et revient à l'image elle-même, expliquant qu'il a réalisé l'œuvre quand Nameless habitait encore à proximité. Plus tard, Sangendo est venu et a voulu la publier, alors Saga a refait une copie maîtresse pour la reproduction en bois, et c'est ainsi que la version imprimée a commencé, circulant. Jinnya se demande à haute voix si l'image était basée sur Nameless elle-même, mais Saga lui dit que ce n'est pas aussi simple. Puis Jinnya pose la vraie question, pourquoi il a appelé Kudanzaka une image démoniaque? Saga répond alors tranquillement que c'est parce que c'en est une. La peinture est authentique, et elle porte une véritable malédiction. Mais avant que Saga ne commence à raconter toute l'histoire, il se tourne vers Jinnya et lui demande quelles pensées lui sont venues à l'esprit lorsqu'il a vu l'œuvre d'art pour la première fois. Jinnya répond que cela lui a rappelé la légende de la princesse Nunokawa de Shinano, mais l'épée dans sa main lui a fait soupçonner qu'il pourrait y avoir un lien avec le Kadono et le Yatsuki Hime. Saga acquiesce en disant que c'est une observation perspicace, puis avertit que la vérité derrière la peinture pourrait être quelque chose que Jinnya aurait préféré ne pas entendre. Il commence à expliquer en lui disant que Motoharu était venu à Edo année après année pour affaires, s'arrêtant souvent pour se défouler avant de rentrer chez lui. Mais à un moment donné, son attitude envers la prêtresse a commencé à changer, et un jour, sans prévenir, il a demandé à Saga de dessiner un portrait de elle. Saga s'est moqué de lui à ce sujet, mais Motoharu a admis qu'il ne lui en voulait plus, car il avait compris qu'elle avait ses raisons pour ce qu'elle faisait. Saga a accepté de prendre la demande, mais il y avait un problème. Il n'avait jamais réellement vu la personne Itsukaimon. Motoharu a écarté cela et a dit que ce ne serait pas un problème, car Nameless pourrait servir de modèle. Il a dit à Saga que Nameless venait à l'origine de Shinano, mais quelque chose de tragique lui est arrivé là-bas. Et par la suite, elle s'est retrouvée à vivre à Kadono, et finalement, elle est partie à Edo. Saga a trouvé l'histoire intéressante, mais n'était pas sûr de comment cela pourrait l'aider à dessiner la prêtresse du sanctuaire.
Motoharu lui a donc dit que Nameless et les yokai étaient bien plus semblables qu'on ne le pensait, et visuellement, ils étaient pratiquement identiques. Jinya réalise alors que la figure dans la peinture de Kuganzaka doit être inspirée des yokai. Saga confirme qu'il a raison en disant que le portrait final a été dessiné à partir de Nameless avec les conseils de Motoharu pour les détails plus fins. Détail. Lorsque Jinya demande l'histoire complète de l'image démoniaque, Saga explique que c'était une plaisanterie continue. Motoharu disait que l'Itsukaimon était plus démoniaque que n'importe quel vrai monstre. Et ainsi, Saga a surnommé le portrait une image démoniaque en guise de moquerie à ses plaintes. C'était censé être une plaisanterie entre eux, mais des années plus tard, lorsqu'il a refait l'image pour Sangendo par nostalgie, il a refait la même blague. Et ils l'ont pris au sérieux. Ils pensaient que c'était vraiment maudit, surtout après qu'une personne qui l'avait acheté soit tombée malade. Une série de coïncidences a tout exagéré, et soudain, les gens l'appelaient une image maudite. Jinya demande alors ce que Saga voulait dire plus tôt quand il a dit qu'il pourrait regretter d'apprendre la vérité. Et Saga répond en demandant si Jinya voit Kuganzaka comme une belle œuvre. Il explique que peu importe combien de fois il a révisé l'image, Motoharu n'était jamais satisfait. Il continuait à pousser pour plus d'élégance, plus de grâce, voulant toujours qu'elle reflète une sorte de beauté qui dépasse la réalité. Saga révèle que Kuganzaka est vraiment l'Itsukaimon à travers l'objectif de Motoharu. C'est sa forme, sa présence, prise et polie à des niveaux de beauté divine. Il dit à Jinya qu'aujourd'hui l'image pourrait lui rappeler la princesse Nunokawa, mais à l'époque, Motoharu l'a comparée à Yasakatake no Kamo. Kami, a divindade sagrada. E Jinya relembra Motoharu lhe ensinando pouco sobre essa divindade quand il était jeune, et elle était une figure respectée de Suwa et Shinano. Saga suppose que Motoharu a peut-être dit ces choses parce que Nameless venait de Shinano, mais lui et son père ont comparé la peinture aux femmes divines de Shinano, et Saga révèle que Motoharu lui a donné le nom de Kuganzaka parce qu'il croyait qu'elle était encore plus époustouflante que Yasaka Tomenokami elle-même. Il explique que le tableau est essentiellement un reflet de l'amour intense de Motoharu, quelque chose de si lourd et passionné qu'il ressemblait à une malédiction. Jinya réalise que Kuganzaka n'est pas né de la haine ou de la colère, mais pour un sentiment bien plus profond que cela. Saga est un peu surpris que Jinya n'ait aucune idée de la vérité derrière le tableau, et il décide de lui donner une des anciennes illustrations qu'il a dessinées au début de tout cela. Il espère que Jinya ne pensera pas moins à son père après tout ce qu'il a dit, car bien que Motoharu ait été un homme têtu, il se souciait vraiment de sa famille. Une fois que sa fille est née, il a commencé à visiter Edo de moins en moins, et après qu'il ait dit à Saga qu'il était devenu père adoptif de 2 enfants. Les enfants, il a complètement cessé de venir, c'était simplement le genre d'homme qu'il était, et Jinya le sait déjà. Plus tard, Jinya est assis dans le restaurant de soba, mangeant tranquillement un bol, et il dit au propriétaire qu'il était vraiment un bon père. Ofu demande si quelque chose le dérange, et se demande si cela a un rapport avec la peinture de Kuganzaka. Jinya lui dit que ce n'est pas ça, il vient juste d'apprendre quelque chose de nouveau sur l'homme qu'il a élevé. Ofu dit que cela semble normal parce que personne n'est parfait. Son propre père a aussi des défauts, mais elle l'aime d'autant plus à cause de cela. Et Jinya est d'accord avec elle. Jinya rencontre ensuite son vrai père plus tard et lui fait savoir que la peinture n'est pas dangereuse et que la partie démoniaque était en réalité juste les regrets de l'artiste se répandant sur la toile. Donc Jinya ne voit aucun inconvénient à la garder ou à la vendre. Son père mentionne alors la personne qui serait morte à cause de cela, mais Jinya dit que c'était probablement juste un accident. Coïncidence. Il mentionne également qu'il a pris possession de l'impression que cette personne avait sur elle, et qu'elle ne semblait pas du tout maudite. Son père hoche la tête, le remercie pour le travail, et lui dit qu'il remettra le paiement une fois qu'il sera prêt à partir. Mais pour le moment, il devrait juste s'asseoir et prendre un verre. Boire. Ils commencent à boire ensemble, et Jinya demande si son père boit toujours comme ça. Son père dit qu'il buvait pour éviter de faire face à la réalité, et au fil du temps, c'est simplement devenu une habitude. Puis, il retourne la question à Jinya. Jinya dit qu'il aime boire, surtout sous le clair de lune de temps en temps. Son père dit qu'ils devraient boire ensemble à nouveau si l'occasion se présente. Et Jinya est d'accord. Puis l'histoire avance jusqu'à l'année 1854, où nous voyons une femme zombie s'approcher de Jinya dans un calme rue. Elle faisait autrefois partie du quartier des plaisirs, et avec un regard désespéré dans les yeux, elle le supplie de rester avec elle pour la nuit. Jinya, bien sûr, refuse calmement cette merde, mais elle insiste à nouveau, disant qu'elle souffre, mais il refuse toujours sa demande sans la moindre hésitation. Mais soudain, elle se transforme complètement en démon et se jette sur lui. Mais il esquive son attaque et continue d'éviter ses frappes suivantes. Il lui demande son identité, mais elle est au-delà de toute réponse, et il finit par la tuer alors qu'elle se jette en avant une fois. De plus. Son client qui avait demandé ses services apparaît alors sur la scène, convaincu que sa réputation de tueur de démons est authentique. Elle lui remet sa récompense, expliquant que la femme qu'il a éliminée était autrefois une ancienne courtisane de Yoshiwara, qui avait été emprisonnée dans un bordel et forcée d'y travailler.
Elle était atteinte d'une maladie mortelle et avait été abandonnée après avoir été détruite physiquement et émotionnellement, finissant par se transformer en monstre et commençant à tuer des hommes sous les cerisiers. La cliente considère son destin comme incroyablement tragique, ce qui l'amène à se demander si la pitié l'a motivée à engager ses services. La cliente répond qu'elle l'a engagée uniquement parce qu'elle-même est similaire à cette femme et qu'elle pourrait facilement subir le même sort un jour. Sachant cela, elle ne pouvait tout simplement pas l'ignorer, et elle le remercie et lui dit désolé de lui imposer une chose pareille. Ginia se demande pourquoi elle considérerait cela comme un fardeau, et elle répond que c'est son métier d'interpréter les sentiments d'un homme à partir de son expression et qu'il a actuellement l'air d'un petit garçon confus. Il demande exactement qui elle est et elle répond qu'il devrait simplement l'appeler Harlotte parce que c'est précisément ce qu'elle est. Elle espère qu'il l'éliminera si jamais elle se transforme en un esprit tordu du quartier rouge également, bien qu'elle reconnaisse qu'elle n'aura pas d'argent à lui offrir. Il l'informe qu'il ne travaille jamais sans paiement, la poussant à remarquer sa froideur alors qu'elle s'éloigne. La scène se déplace ensuite vers Ofue et Natsu, assistant seuls à un festival, et Natsu est irrité qu'aucun des garçons qu'ils avaient invités n'ait décidé de venir. Ofue comprend que Ginia et Natsu étaient occupés, mais se sent déçu que Zenji ne soit pas venu non plus, surtout qu'il avait initié l'invitation. Natsu révèle que Zenji voulait vraiment venir, mais son père est intervenu, lui rappelant que les vacances sont des occasions idéales pour les commerçants de faire des bénéfices. Natsu suggère ensuite qu'ils profitent simplement du festival ensemble, et Ofue est heureuse d'accepter. Ils se promènent donc à travers les stands, prennent des collations et s'arrêtent chez un vendeur de plantes lanternes. Natsu demande pourquoi on les appelle plantes lanternes, et Ofue lui dit que c'est en partie à cause de leur couleur vive. Mais d'autres suggèrent que c'est parce qu'ils ressemblent à de petites flammes. Il existe plusieurs théories, mais personne ne sait vraiment comment le nom était né, et Ofue mentionne que leur nom peut également être écrit en utilisant les kanji pour démons et lumière. Parce qu'ils ont la forme de lanterne, certains théorisent que les démons les allument pour voir la nuit, et Natsu lui demande d'arrêter avant qu'elle ne gâche leur charme. Complètement. Ofue demande si Natsu n'aime pas les démons et Natsu confirme qu'elle ne les aime pas en notant qu'il est difficile de trouver quelqu'un qui les aime. Elle révèle qu'elle a déjà été attaquée 2 fois par des démons et qu'elle serait morte si Ginia n'était pas intervenue. Natsu explique qu'elle a rencontré Ginia pour la première fois il y a 4 ans lorsqu'il lui servait de garde du corps pour juste 2 jours. Nuit. Quand elle l'a vu trancher le bras d'un démon, elle a eu l'idée naïve qu'il était un épéiste légendaire tout droit sorti d'un conte de fées. Et Ofue commente que Natsu a clairement des sentiments forts pour Ginia. Natsu insiste que ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, en précisant qu'elle le voit simplement comme un personnage d'une histoire pour enfants. Cependant, elle se souvient du moment où Ginia a admis qu'il ne sait même pas pourquoi il chasse les démons, notant que cela le faisait paraître moins comme un maître épéiste et plus comme une autre personne fragile. Elle a reconnu qu'il n'était pas si différent d'elle-même, ce qui l'a mise à l'aise. Natsu ajoute qu'il est injuste d'appeler cela des sentiments romantiques, car ce serait irrespectueux pour toutes les femmes. Et Ofue est d'accord, mentionnant qu'elle a aussi remarqué la mauvaise habitude de Ginia d'ignorer ses véritables émotions. À ce moment-là, un homme nommé Akitsu les interpelle depuis son stand et Ofue le reconnaît, ce qui pousse Natsu à demander qui il est. Ofue explique qu'il est un client régulier de sa boutique depuis l'année dernière, commandant toujours des livraisons. Il est originaire de Kyoto et l'homme se présente comme Somogoro Akitsu. Natsu était sceptique qu'il soit vraiment Somogoro Akitsu, l'un des forgerons les plus renommés de leur époque. Il lui demande de ne pas se focaliser sur le nom, mais Natsu ne peut pas simplement l'ignorer, soulignant qu'en tant que fille de marchand, les noms ont un poids important. Elle demande si les marchandises qu'il vend sont à la hauteur de la réputation de Somogoro et examine attentivement ses produits, concédant qu'ils sont de bonne qualité. Akitsu plaisante sur ses critères exigeants, puis lui présente fièrement des coquilles de palourdes finement peintes. Natsu remarque qu'elles sont un peu vieilles, mais toujours magnifiquement conçues, et il suggère qu'une jeune fille de son âge a probablement un garçon qui l'intéresse. Si elle lui offrait un cadeau comme celui-ci, il tomberait sûrement sous le charme. Elle, Natsu, insiste qu'elle n'est intéressée par personne de cette manière, mais Ofue intervient en disant qu'elle est juste timide et qu'elle aime quelqu'un, bien qu'elle ne puisse pas l'admettre ouvertement. Natsu lui dit d'arrêter de parler immédiatement. Alors le vendeur lui propose un Netsuke sculpté en forme de moineau duveteux. Il révèle qu'il l'a fabriqué lui-même, et elle reconnaît que ce n'est pas exactement du niveau Somogoro, mais que c'est quand même de bonne qualité. Il lui dit que cela conviendrait parfaitement à quelqu'un de son âge, en expliquant qu'en Chine, il y a une légende selon laquelle les moineaux deviennent des palourdes quand ils plongent dans l'eau. Océan, c'est leur explication pour expliquer pourquoi les moineaux disparaissent à la fin de l'automne, et Natsu demande comment cela la concerne. Il explique qu'il pensait qu'un moineau lui convenait mieux puisqu'elle n'est pas encore assez mûre pour les coquilles de palourdes,
lourde, ce qui fait rire Ofu à la blague. Natsu s'irrite de cela, mais il précise qu'il ne se moque pas d'elle et espère que ses sentiments juvéniles pourront mûrir en une palourde un jour. Natsu rétorque que cette conversation entière est insensée, pourtant elle décide d'acheter le Netsuke de toute façon car il est plutôt adorable. Alors qu'elle paie, il lui remet une véritable épingle à cheveux Somogoro en bonus. Elle lui demande où il l'a obtenu. Il dit qu'il l'a eu à bon marché quelque part et si elle n'en veut pas, il le jettera simplement. Elle accepte rapidement le cadeau et il demande à Ofu si elle voudrait quelque chose, mais Ofu refuse. Il plaisante sur la façon dont elle tient fermement son argent et tous deux continuent leur chemin. Plus tard dans la nuit, Jinya chasse un autre démon dans un entrepôt et finit par le localiser, remarquant que ce n'est qu'un enfant. Il demande son nom et lorsqu'il répond que c'est Kikyo, il le tue immédiatement. Peu de temps après, il rencontre le propriétaire de l'entrepôt qui le remercie pour son service et lui remet son paiement. Il offre à Jinya du saké de son stock en signe de gratitude, mais Jinya refuse poliment. Alors que Jinya part, le propriétaire remarque qu'il demandera sûrement de l'aide à nouveau si un autre incident survient, tandis qu'un sourire sournois s'étale sur son visage. Plus tard, Jinya croise à nouveau Harlotte et elle est soulagée de voir qu'il s'en est sorti en un seul morceau. Elle est contente que ses informations aient été exactes cette fois et il lui remet une partie de son paiement en remerciement. Elle remarque l'atmosphère lourde qu'il traîne et demande ce qui le rend si sombre. Alors Jinya explique qu'il a fini par éliminer quelqu'un qu'il ne voulait vraiment pas. Mais elle lui rappelle qu'il n'avait pas non plus prévu d'épargner le démon, et alors qu'elle se retourne pour partir, elle se souvient soudain de quelque chose. On parle d'un autre gars qui chasse les démons, mais elle ne parle pas de Jinya. Apparemment, ce gars est une sorte de médium et peut commander à des Shinigami d'exorciser les démons pour lui. Elle n'est pas sûre si c'est réel ou juste une autre rumeur folle, mais elle dit que si c'est vrai, Jinya ferait mieux de faire attention ou ce nouveau gars pourrait commencer à prendre tous les emplois bien rémunérés. Et avec ça, elle s'en va. Le lendemain, Jinya passe par le restaurant Soba et le propriétaire et Ofu sont heureux de le voir. Ofu lui dit rapidement que Natsu se comporte étrangement depuis hier. Dès qu'elle aperçoit Jinya, Natsu se précipite, s'accroche à lui et l'appelle joyeusement son frère en disant à quel point il lui a manqué. Elle insiste sur le fait qu'elle est contente d'être de retour à ses côtés et Jinya est visiblement pris au dépourvu, essayant doucement de libérer sa main. Mais Natsu ne fait que resserrer sa prise disant qu'elle veut rester près. Ofu explique alors que tout a commencé quand Natsu a essayé la barrette qu'elle a achetée hier et juste après l'avoir mise, elle est soudainement devenue silencieuse puis a commencé à sangloter à propos de son frère. Jinya remarque que l'épingle qu'elle porte est un kanzashi et demande calmement à Natsu s'il peut y jeter un œil de plus près. Regarde. Elle le remet sans poser de questions et il l'examine avec Ofu et le propriétaire du magasin. Cela semble tout à fait ordinaire, rien d'anormal. Le propriétaire suggère alors que peut-être le casser la réveillerait, mais Jinya déconseille de faire quoi que ce soit de téméraire pour le moment. Il rend la broche à Natsu qui le tire immédiatement dans un autre câlin. Juste à ce moment-là, Natsuyu et Zenji entrent dans le magasin et se figent à la vue de Natsu enroulé autour de Jinya. Les yeux de Zenji s'écarquillent alors qu'il demande ce qui se passe et quand il essaie de les séparer, il trouve qu'il ne peut pas décoller Natsu à ce moment-là. Tout le monde. Elle le regarde et lui demande qui il est, laissant Zenji stupéfait et sans voix. Après cela, ils s'assoient tous ensemble et expliquent la situation à Zenji et Natsugu. Jinya se tourne vers Ofu et lui demande d'où vient le kanzashi et elle lui dit qu'ils l'ont pris pendant le festival de Hozuki il y a quelques nuits. Il était vendu par un homme nommé Akitsu Somogoro qui prétendait être de Kyoto. Jinya décide de commencer par le retrouver, mais Zenji lâche une bombe disant que Somogoro est mort depuis un bon moment. Il explique que le Somogoro original était un maître métallurgiste dont le travail remonte à loin. Des décennies, ses œuvres sont encore célèbres aujourd'hui et même leur boutique a du mal à se les procurer. Un rappel que Natsu a dit que ce kanzashi était une véritable pièce de Somogoro quand elle l'a vu pour la première fois. Zenji se demande si cela pourrait signifier que l'esprit de Somogoro est revenu et a possédé Natsu d'une manière ou d'une autre. Mais le propriétaire du magasin réfute cela, disant qu'il a récemment rencontré l'homme et qu'il était vraiment humain. Jinya fait confiance à l'opinion du propriétaire sur la situation, mais Ofu souligne que cela ne leur laisse quasiment rien à expliquer. Jinya se dit qu'il devra simplement trouver l'homme directement et essaie de partir, mais Natsu s'accroche toujours à lui fermement. Il lui demande doucement de le lâcher, mais elle refuse et dit qu'elle l'a enfin retrouvé et ne veut plus être séparée de lui. Jinya essaie de comprendre et lui demande pourquoi elle continue de l'appeler son frère. Elle répond doucement que les oiseaux n'ont pas besoin de raison pour se poser près d'une fleur et qu'elle veut simplement rester à ses côtés.
côté. Son seul souhait était d'être à nouveau près de lui, et maintenant que c'est devenu réalité, elle ne veut pas que ça se termine. Jinya lui parle calmement, lui disant qu'il a quelque chose à faire et lui demande de tenir le fort jusqu'à son retour. De retour, elle veut le suivre, mais il lui tapote la tête et promet qu'il reviendra bientôt. C'est suffisant pour elle, alors elle accepte d'attendre et il sort. Les autres sont un peu étonnés de la facilité avec laquelle il a géré cela, et ils commencent à se demander s'il a peut-être déjà traité ce genre de situation avant. La scène passe ensuite à Jinya allant en ville pour demander aux gens à propos d'Akitsu Somagoro, mais il ne trouve rien d'utile. Ce soir-là, en se promenant dans les rues, une pensée de Suzu lui traverse l'esprit. Juste à ce moment-là, une voix appelle de derrière. Akitsu s'approche de lui et Jinya demande immédiatement s'il a besoin de quelque chose, mais Akitsu dit que c'est le contraire. C'est Jinya qui a essayé de le trouver. Il suppose qu'il sait déjà pourquoi, puisque les démons ne se montrent à sa porte que pour une seule raison. Jinya est pris au dépourvu par la manière désinvolte avec laquelle il le fait remarquer, surtout parce qu'il est d'une manière ou d'une autre conscient que Jinya est un démon. C'est alors que Jinya réalise que c'est l'homme dont Arlette avait parlé auparavant. Jinya demande une présentation appropriée et l'homme répond en invoquant un groupe de familiers et en se présentant calmement comme Akitsu Somagoro IIIe. Juste à ce moment-là, les familiers Inugami se jettent sur Jinya sans hésitation. Mais il réagit instantanément, abattant l'un d'eux d'un coup net. Akitsu, observant à proximité, note avec une légère admiration les réflexes aiguisés de Jinya, mais il souligne rapidement que cette compétence ne suffira pas à abattre un Inugami. Comme par hasard, la créature que Jinya vient de terrasser se réanime et lui fonce dessus à nouveau, rejointe par le reste de sa meute. Imperturbable, Jinya les déchiquette tous avec une précision implacable. Mais peu importe combien il en tue, il se relève sans cesse. Et c'est alors qu'il réalise que ce combat n'a pas de fin. Jinya active rapidement son invisibilité, et Akitsu remarque avec intérêt que cela doit être sa capacité spéciale. Cependant, les Inugami suivent facilement sa présence malgré son invisibilité, forçant Jinya à les abattre à plusieurs reprises alors qu'il charge. Voyant ce cycle sans fin continuer, Jinya décide de désactiver son invisibilité. Akitsu est surpris, se demandant pourquoi Jinya abandonnerait une capacité aussi rare. Mais Jinya répond calmement qu'il se contentera de recourir à un autre moyen puisque l'invisibilité s'est avérée inefficace. En voyant instantanément l'Inugami attaquant, il se précipite vers Akitsu à une vitesse fulgurante. Akitsu bloque tout juste l'attaque de Jinya, mais est tout de même violemment projeté en arrière. Jinya se précipite à nouveau et effectue une autre entaille, seulement pour découvrir qu'il ne s'agissait que d'une illusion. Immédiatement, les Inugami reprennent leur assaut incessant, submergeant Jinya par leur nombre. Akitsu, sûr que Jinya doit maintenant être fini, se retourne pour partir, mais Jinya arrête sa fuite, incitant Akitsu à remarquer que Jinya reste complètement indemne. Akitsu exige de savoir comment il a survécu indemne et Jinya explique calmement que ses Inugami sont simplement au niveau des démons de haut niveau. Puis, de manière étonnante, Jinya invoque ses propres Inugami, les lançant directement contre Akitsu, et il est stupéfait quand il réalise que Jinya a d'une manière ou d'une autre pris le contrôle de ses Inugami. Et avec nulle part où courir, Jinya le presse, déclarant qu'ils doivent avoir une conversation. Il informe Akitsu qu'il a des questions, promettant de ne pas lui faire de mal s'il coopère. Akitsu demande prudemment ce qui se passera s'il refuse, et Jinya répond simplement qu'il le découpera et extraira de force les informations de lui. Souvenir. Comprenant qu'il est clairement surpassé, Akitsu accepte à contre-cœur de coopérer. Pourtant, Jinya est certain qu'Akitsu n'a pas encore révélé toute sa force, tout comme Akitsu lui-même est sûr que Jinya retient aussi son plein potentiel. Akitsu accepte de répondre aux questions de Jinya, demandant d'abord la permission de récupérer les chiots, ce que Jinya lui permet de faire. Akitsu remarque que Jinya est peut-être trop confiant et que cela pourrait facilement le tromper. Un jour, Jinya espère à voix haute qu'il ne prévoit pas d'être celui qui essaie, mais Akitsu dit de se détendre car il ne le fait pas, et lui dit d'attendre une seconde pendant qu'il rassemble ses Inugami. Il ramasse ensuite les petites poupées laissées derrière par elle, et leur dit tranquillement qu'il leur fera des offrandes appropriées une fois qu'ils seront à la maison. Jinya s'enquiert des petits objets, et Akitsu révèle qu'ils sont connus sous le nom de Dog Hariko, questionnant si Jinya a déjà rencontré le concept de Tsukumogami. Il explique que ce sont des objets imprégnés de sentiments, en notant que les émotions humaines possèdent une unicité. Pouvoir. Si les émotions négatives peuvent se manifester sous forme de démons, il est tout aussi plausible que les émotions résidant dans les objets se matérialisent. Jinya comprend rapidement
réalisant qu'Akitsu peut exploiter les émotions contenues dans les objets, les transformant en démoniaques. Entité. Akitsu le confirme, précisant qu'il peut effectivement produire des Tsukumogami, clarifiant qu'il n'est pas un contrôleur de Shinigami, comme un Onmyoji. Jinya se souvient qu'Akitsu a mentionné précédemment qu'il est le troisième, ce qui l'incite à demander si Akitsu appartient à une lignée de bannisseurs d'esprit. Akitsu le corrige, déclarant qu'ils ne sont pas exactement une lignée familiale. Il ne compte pas sur des méthodes transmises de génération en génération. En revanche, Akitsu représente une école particulière. Le Somagoro Akitsu original n'était qu'un artisan exceptionnellement talentueux, dont les créations ont été imprégnées de âme. Peu à peu, il maîtrisa la formation de ces âmes en Tsukumogamis et finit par concevoir un sort pour les contrôler. Lorsque le premier Somogoro se retira dans l'isolement, son apprenti prit son nom et maintenant Akitsu lui-même est le troisième à le porter. Akitsu souligne que le nom Somogoro Akitsu représente l'artisan, pas une lignée familiale de bannisseurs d'esprit. Après s'être excusé pour sa digression, il demande le nom de Jinya, à laquelle Jinya se présente rapidement. Ensuite, Jinya fait remarquer qu'Akitsu a vendu le Kanzashi à une femme hier. Akitsu se souvient qu'il n'a pas vraiment vendu le Kanzashi, mais l'a plutôt donné gratuitement. Jinya explique qu'une fois que la fille a porté le Kanzashi, son comportement a radicalement changé, ce qui l'a amené à demander à Akitsu d'expliquer l'origine de l'objet. Akitsu affirme qu'il s'agit simplement d'un Kanzashi ordinaire, mais remarquant quelque chose de particulier à propos de Jinya, il promet qu'il s'occupera du problème avec la fille à condition que Jinya range son épée. Jinya exprime prudemment l'espoir qu'Akitsu ne le trompe pas, à quoi Akitsu le rassure en disant qu'il parle honnêtement, ajoutant que Jinya n'a pas d'autre choix que de lui faire confiance. La scène change ensuite alors que Jinya retourne au restaurant de Soba plus tard dans la soirée, apercevant Natsu qui attend dehors. Lui, elle est ravie de le voir revenir, ce qui pousse Jinya à lui demander si elle l'a attendu tout ce temps. Natsu confirme qu'elle l'a fait, lui rappelant qu'il lui avait demandé d'attendre. Il s'excuse pour son retard, mais elle n'est pas préoccupée, déclarant avec confiance qu'elle savait qu'il reviendrait finalement. Et ensemble, ils commencent à marcher lentement dans la nuit. Alors qu'ils se promènent, l'attention de Jinya tombe sur un saule pleureur enneigé, ce qui le pousse à s'arrêter et à décrire à Natsu comment ces fleurs tombent doucement comme des flocons de neige au printemps. Impressionnée, elle remarque qu'il semble remarquablement bien informé sur les plantes et le surnomme affectueusement encore une fois frère. Il proteste doucement, avouant qu'il n'aime pas particulièrement qu'on l'appelle frère, car cela lui donne l'impression que quelqu'un a aperçu son point le plus faible. Cela lui rappelle vivement ceux qu'il n'a pas pu protéger, évoquant des promesses non tenues et les échecs. Il admet tranquillement qu'il n'a jamais vraiment été un grand frère, ni pour elle ni pour Suzu. Natsu réfute immédiatement cette affirmation, affirmant fermement que ce n'est pas vrai. Elle explique simplement qu'un oiseau n'a pas besoin de raison pour se blottir près d'une fleur épanouie, tout comme les frères et sœurs n'ont pas besoin de raison pour rester connectés. Peu importe les circonstances, le lien entre eux reste incassable. Elle exprime une joie sincère d'être enfin réunis après tant de temps séparés, le rassurant avec confiance qu'il retrouvera également son propre chemin, tout comme elle l'a fait. Hésitant, il demande si elle pense vraiment qu'il le trouvera, et elle lui assure avec confiance qu'il le fera, soulignant que c'est précisément le but de la vie. Jinya la remercie chaleureusement de l'avoir écouté patiemment, et lui tend le kogai qu'il a reçu du propriétaire de la boutique de Soba, expliquant doucement que cela représente son autre moitié. Il se souvient clairement de ce qu'Akitsu lui a dit, de livrer le kogai à la fille, après quoi tout devrait revenir à la normale. Natsu accepte avec joie le kogai, ravi de toucher à nouveau son frère, et le remercie doucement. Quelques instants plus tard, l'âme résidant dans le Kanzashi se transforme en moineau, s'envolant gracieusement hors du corps de Natsu. Natsu s'effondre doucement et Jinya la rattrape rapidement. Akitsu arrive, félicitant chaleureusement Jinya pour sa gestion habile de la situation, puis explique que si les deux objets, le Kanzashi et le kogai, ont été fabriqués par le même artisan, ils sont généralement considérés comme des frères et sœurs. Cependant, étant donné que les Kanzashi sont féminins et les kogai masculins, ils peuvent spécifiquement représenter un frère et une sœur. Akitsu suppose que le kogai de Jinya doit en effet être une autre création de Somogoro, expliquant que le Kanzashi l'a reconnu comme frère précisément parce qu'il possédait son pendant correspondant. Pièce, Jinya révèle qu'il croyait au début que le Kanzashi incarnait les émotions de quelqu'un de longtemps parti, ce qui expliquerait pourquoi Natsu, sous son influence, cherchait désespérément son frère, le conduisant à conclure par erreur qu'il devait ressembler au frère d'origine du Kanzashi. Akitsu remarque légèrement que ces choses n'arrivent que dans les contes de fées,
poussant Jinya à réaliser que le Kanzashi cherchait simplement le Kogai. Réfléchissant tranquillement, Jinya s'émerveille du nombre de choses mystérieuses et extraordinaires qui existent dans ce monde, ce qui amène Akitsu à le taquiner que cela ne ressemble guère à des paroles venant d'un démon. Akitsu exprime son soulagement que finalement le Kanzashi ait pu se réunir avec son frère ou sa sœur, ce qui amène Jinya à se demander à haute voix où pourrait mener son prochain voyage. Akitsu répond avec assurance qu'il ira probablement quelque part de lointain, finissant par s'installer dans un endroit auquel il se sent vraiment lié. Il note doucement qu'ils ne découvriront exactement ou que lorsqu'un jour, ils demanderont eux-mêmes au moineau, et Jinya espère chaleureusement qu'il trouvera bientôt son vrai chez-soi. Maison. Après une pause, Akitsu annonce qu'il est temps pour lui de partir, ce qui incite Jinya à se demander s'il est vraiment acceptable de laisser simplement un démon partir librement. Akitsu le rassure tranquillement qu'il n'y a pas de mal à ça, lui rappelant avec insistance qu'il a déjà ignoré la nature démoniaque d'Ofyu, donc laisser passer un autre démon n'est pas vraiment un grand pas. À ce stade, Akitsu comprend clairement que Jinya ne représente aucune menace réelle, il est juste un artisan qui chasse les démons uniquement pour demande. Il n'a pas envie de cibler des démons pacifiques qui ne nuisent pas aux autres, mais il leur rappelle doucement de ne pas oublier leur vraie nature. Ils restent des démons toujours destinés à être les chassés. Cette réalité ne changera jamais, peu importe à quel point ils agissent avec gentillesse ou combien de personnes ils sauvent. Jinya reconnaît cela en silence et avec soulagement, Akitsu fait ses adieux et part. Le lendemain, Zenji est ravi de voir Natsu redevenue elle-même, bien qu'il soit perplexe quant à la raison pour laquelle elle semble si morose. Ofyu précise en plaisantant que Natsu se souvient parfaitement de tout depuis la veille, ce qui pousse Zenji à lui rappeler malicieusement comment elle a tendrement appelé Jinya frère. Il suggère joyeusement que cela a dû être humiliant, provoquant la fureur de Natsu alors qu'elle menace de le tuer pour en avoir parlé. Zenji tente rapidement de la calmer et le propriétaire du magasin lui offre de la nourriture en guise de consolation. Il se demande d'un air détaché pourquoi Jinya n'est pas passé aujourd'hui, faisant rougir instantanément Natsu à l'entente de son nom. Ofyu lui demande en plaisantant si elle est enfin prête à devenir une palourde, mais Natsu insiste obstinément qu'elle est parfaitement heureuse de rester un moineau. Toujours mortifiée, elle s'angoisse sur la façon dont elle pourra jamais affronter Jinya à nouveau. Pendant ce temps, Jinya croise Arlo en errant dans les rues. Il fait remarquer avec ironie qu'il est un peu tôt pour qu'elle commence à charmer les hommes. Mais elle répond rapidement qu'elle est simplement venue dire bonjour par souci sincère. Elle le gronde doucement d'être toujours si froid envers elle et lui suggère de discuter puisqu'ils se sont croisés de toute façon, lui offrant quelques rumeurs intrigantes qui pourraient lui être précieuses. Juste à ce moment-là, le son d'un moineau qui chante parvient à leurs oreilles, ce qui pousse Arlo à mentionner qu'elle entend ce son depuis la nuit dernière. Elle se plaint qu'elle a à peine dormi à cause de cela, trouvant étrange que l'oiseau semble être constamment présent, à proximité. Elle est perplexe quant à ce qui se passe, tandis que Jinya se souvient qu'Akitsu a mentionné que les sentiments finissent par retrouver leur vrai chemin. Appartenir. En réalisant que ce moineau doit être le même qui s'est envolé de Natsu hier soir, Jinya reste pensif, laissant Arlo lui demander curieusement ce qu'il a en tête. L'histoire progresse ensuite jusqu'à l'année 2009 où la mère de Miyaka félicite sa fille pour sa beauté dans sa tenue de prêtresse. Miyaka est gênée et demande à sa mère pourquoi elle insiste tant pour qu'elle devienne prêtresse, s'inquiétant que ce serait humiliant si un de ses amis passait et la voyait habillée de cette façon. Sa mère explique que ce rôle est quelque chose que toute fille née dans leur sanctuaire doit accomplir, ajoutant que sa propre mère lui avait demandé de respecter 2 traditions importantes et de les transmettre aux générations futures. La première est d'incorporer le caractère pour chevalier dans le nom de chaque fille née dans la famille, tandis que la seconde est de s'assurer que la lignée des prêtresses n'est jamais interrompue. Miyaka se demande à haute voix pourquoi sa grand-mère aurait demandé quelque chose comme ça, mais sa mère avoue qu'elle n'est même pas entièrement sûre de sa signification. Sa mère continue doucement, affirmant que même s'ils ne peuvent pas complètement saisir la signification de la tradition, cela devait être important pour la personne qui l'a initialement établi. Par conséquent, le protéger n'est pas tant une question de tradition elle-même, mais plutôt de préserver les sentiments qui la sous-tendent. C'est pourquoi ils doivent continuer à utiliser le kanji pour chevalier dans leur nom. Elle laisse ensuite Miyaka seule pour préparer le dîner, laissant Miyaka confuse et se demandant ce que sa mère vient d'expliquer, bien qu'elle continue de balayer les terrains du sanctuaire avec diligence, principalement pour rester au chaud. Juste à ce moment-là, Jinya s'approche d'elle et lui demande si elle est une prêtresse du sanctuaire, expliquant qu'il a quelque chose à lui demander. Miyaka le corrige rapidement en précisant qu'elle n'est pas simplement une prêtresse, mais plutôt une Itsukaim. Entendre ce titre étonne Jinya profondément, et bien que Miyaka admette qu'elle-même n'est pas sûre de ce qu'est exactement un Itsukaim, elle l'informe qu'il s'agit d'un titre traditionnel détenu au sanctuaire de Jinta. La mention du sanctuaire de Jinta choque encore plus Jinya et des larmes lui montent aux yeux alors qu'il est submergé par la réalisation que le chef a vraiment réussi à préserver cet endroit pour qu'il puisse un jour revenir. Avec une gratitude sincère,
Il remercie chaleureusement Miyaka de le lui avoir partagé et se tourne vers partir. Miyaka l'arrête rapidement, lui rappelant qu'il était venu initialement pour demander quelque chose, mais Jinnya répond doucement qu'il a déjà trouvé la réponse qu'il cherchait et la scène se déplace ensuite vers une cérémonie d'entrée à l'école où Miyaka est parmi les nouveaux élèves présents. De manière inattendue, Jinnya est également présent pour une raison quelconque, prenant Miyaka complètement par surprise lorsqu'elle le remarque là aussi. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié le récapitulatif et êtes impatient du prochain épisode, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos para não perder récapitulatifs. nossos resumos diários.